je me dis ah ouais, et là t'as 19 ans mais t'as l'impression d'avoir 9 ans quoi. Tu te dis ah ouais, moi je me souviens quand j'étais petit, j'étais avec ma maman, on était au McDo et au McDo il y avait ce truc de Monopoly et si tu gagnais t'avais 2 billets pour aller à New York et je me souviens j'avais dit à ma maman et ça a l'air vachement bien New York. Et ma maman elle me dit non elle m'a dit mais non Kevin c'est New York. Et je lui dis oh ça a l'air vachement bien là-bas. Elle m'a dit ouais mais nous on n'ira jamais hein. Et je lui dis bah pourquoi. Elle m'a dit ah mais c'est super loin et ça coûte super cher. Et je lui dis ah mais ça se trouve on va peut-être gagner au jeu du Monopoly. Et elle m'avait dit ouais mais ça, en étant sur Times Square. Ouais je te jure j'avais les larmes aux yeux. J'avais vraiment les larmes aux yeux quand j'ai repensé à ma maman qui m'a dit ouais mais nous on n'ira jamais. Et tout d'un coup je te jure j'étais vraiment ému aux larmes quoi. Je me suis dit bah ouais maman en fait j'ai réussi quand même quoi. Grâce à mon éducation, enfin l'éducation qu'ils m'ont offert et puis les sacrifices aussi hein. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de Kevin Gaël Thomas. Issu d'un foyer où la passion culinaire de son papa, français, se mêle à l'héritage vietnamien de sa maman, Kevin se forge dès son plus jeune âge une identité très singulière. Bien que la voie du chant ait initialement été tracée pour lui par sa maman, la vie de Kevin prend un tournant inattendu en CE1 lorsqu'on lui suggère de se lancer plutôt dans la danse classique. Une transition qui résonne comme une révélation et qui fera naître une passion indomptable pour la danse qui deviendra son phare au fil des années. Son parcours scolaire se transforme en un véritable ballet d'opportunités, pardonnez le jeu de mots, avec des études en sport-études centrées autour de sa nouvelle passion. Le sommet de son ascension l'attend au lycée. Il est alors sélectionné pour un stage d'été dans l'une des meilleures écoles de danse du monde, à Toronto au Canada. Alors son amour profond pour cet art va se mélanger avec l'excitation d'une nouvelle vie, une vie à l'étranger et une vie un peu émancipée qui va le retenir là-bas pendant 2 années enrichissantes. Bien entendu, la danse ne se contente pas de le propulser vers des sommets lointains, elle le guide également vers des vallées inexplorées de défis et de persévérance. Après des débuts difficiles avec le ballet de Houston au Texas, Kevin se trouve finalement sa place au sein du ballet de Denver, dans le Colorado, là où il a contribué à écrire une page de son histoire artistique depuis plus d'une décennie. Au-delà de ses prouesses artistiques, Kevin partage avec nous aujourd'hui son ascension sociale, sportive, et souligne l'importance cruciale de rêver grand et surtout de se donner les moyens de réussir. Ses paroles résonnent alors comme un hymne à la gratitude envers ses parents, reconnaissant l'inestimable éducation qui a façonné le danseur exceptionnel qu'il est devenu. Moi, c'est Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail et notre indépendance, je vous invite à vous abonner en suivant le lien frenchmorning.com. Allez, c'est parti, je vous présente Kevin. T'as trouvé facilement ? Ouais, c'était très facile, merci. Ouais. Est-ce que tu veux un café ? Je veux bien, ouais. Ouais, un espresso ça te va ? Parfait, Ouais. Impeccable. C'est gentil. Oula. J'adore les espresso, moi. Ah bah tant mieux. Et en fait, je bois pas d'alcool, donc je bois beaucoup de café. Pas sur le café. Ouais, exact. Eh ben écoute, lançons-nous. Salut. Salut Anne-Fleur. J'aime pas faire comme si on venait de se voir alors qu'on vient de se rencontrer. Comment est-ce qu'on dit ? On dit Kevin, Gaël, Thomas ? Très bien, parfait. On dit les trois ? Alors en fait, quoi c'est ton parce prénom ? que en fait mon prénom c'est Kevin. D'accord. Mon deuxième prénom c'est Gaël. D'accord. Mais Kevin Thomas, ça faisait tellement américain. Les gens ils me demandaient toujours c'est quoi ton prénom français ? Ah Et alors en fait j'ai rajouté mon deuxième prénom. D'accord. Comme ça Kevin Kevin Gaël Gaël. Thomas. Ok. Ça faisait un peu plus européen. Et je sais pas, comme il y a des gens qui ont trois noms ici, je me suis dit ça fait un peu plus artistique. Ah, pas mal. Et Ok. Comment ça se fait alors que t'es un prénom très américain effectivement et un prénom très français, Gaël ? Voilà, en fait, Kevin, en fait, c'est un prénom celte de Bretagne et Gaël également. Ah oui, d'accord. Et moi, mon père, il a grandi du côté de Guingamp dans les Côtes d'Armor.
Et j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Donc en fait, je suis breton et ma maman, elle est du Vietnam. D'accord. Elle a grandi au Vietnam, à Saigon, qu'on appelle maintenant Ho Chi Minh. Ouais. Et donc, elle est partie du Vietnam à la chute de Saigon, donc dans les années 70. Elle est venue en France. Elle a fait ses études, elle a rencontré mon papa en France et voilà. Et quelques années plus tard, je suis arrivé. Salut. Ok, cool. Eh bien, écoute, bienvenue dans French Expat. Merci d'avoir accepté mon invitation, puis merci de m'avoir contacté aussi pour me partager ton histoire. Comment t'as découvert, tu me disais, French Expat en écoutant l'histoire de ton copain, Julien, le pâtissier de Denver. Oui, alors en Boulanger, fait, Julien qui est pâtissier boulanger. Je crois qu'il a Chef 3 ou 4. d'entreprise. Oui, exactement. Il a 3 ou 4 pâtisseries-boulangeries. C'est un super chef d'entreprise et un mec formidable. Ça fait des années que c'est mon ami et quand son podcast est sorti, je l'ai écouté et ça m'a fait super plaisir d'entendre son histoire. J'avais jamais entendu son histoire de cette façon et puis ça m'a vraiment intrigué. Et voilà quoi, donc on se croise de temps en temps et voilà, j'ai beaucoup aimé ton podcast. Je trouvais que le format était superbe. Merci ça beaucoup. pouvait aider beaucoup de gens à avoir envie de venir aux États-Unis, de s'installer, de construire une vie, de découvrir une nouvelle culture, ou peut-être et même puis voir qu'on peut se réinventer finalement une fois qu'on est à l'étranger. Absolument, on peut se réinventer, on peut même se réapproprier cette culture, parce que je pense qu'on a tous un peu grandi en regardant des films américains ou en écoutant de la musique pop, je sais pas, Michael Jackson, des gens comme ça. Donc, moi, c'est une culture que j'adore et j'ai remarqué que les expatriés entre nous, il y a une plus grande solidarité. Ouais. À chaque fois que je rencontre des expatriés, les gens ils ouvrent leurs portes comme ça. C'est très très solidaire. Ça s'aide énormément. Ouais, c'est vrai. Et moi, tous les copains expatriés que j'ai, même si on se voit pas hyper souvent, quand on se voit, ça se passe super bien. Enfin voilà, comme moi, je suis fan de cette culture, alors que à la base, la première année, c'était pas complètement bien parti. Alors on va revenir là-dessus. Du coup, je peux t'appeler Kevin ? Absolument. Ouais. Alors Kevin, revenons un petit peu en arrière et peut-être même avant de raconter toute ton histoire, est-ce que tu veux te présenter ? Donc là, on se retrouve à Denver. Il n'y a pas de grand suspense là-dessus. On est dans le Colorado. Avant 2006, à quoi ressemblait ton quotidien ? Moi, j'aime bien savoir de quoi on part en fait. Alors en fait, si je reviens au tout début, dans les années 90, donc au tout début de l'interview, je te parlais de ma maman en fait qui a grandi au Vietnam et elle a pas eu, comme c'était l'époque de la guerre, elle a pas eu la chance de faire de la musique et de la danse et c'était son rêve en fait. D'accord. Mais comme c'était une époque de troubles politiques dans cette région du monde, elle a pas eu cette occasion et en fait, quand je suis arrivé dans ce monde, elle s'est dit peut-être que un de mes enfants deviendra un artiste un jour. T'as des frères et sœurs ? Et absolument, ouais. Mon frère, il est ingénieur son et lumière dans le sud de la France. Dans le spectacle aussi ? Ouais, dans le spectacle également. Et ma sœur, maintenant, elle habite à Dubaï en fait. Elle voyage à travers le monde et elle travaille pour mon meilleur ami d'enfance en fait à Dubaï et elle fabrique des parfums. D'accord. Et tous les trois, on est musiciens en fait. D'accord. Donc moi, je joue du piano, mon frère joue de la flûte traversière et ma sœur du violon. Et en fait, on joue tous de la musique parce que l'appartement que mes parents ont acheté à Grasse, dans le sud de la France, dans les années 90, il était juste à côté du conservatoire de musique. D'accord. Et d'une école d'artistes, en fait. Et donc, mon histoire commence là. Je suis en CE1, j'arrive dans une école d'artistes, l'école maîtrisienne, ça s'appelait. Et donc, au départ, je suis dans la chorale avec les petits gars. Et en fait, je suis nul en chant. Et au bout de 3 mois, le chef de la chorale, il vient voir mes parents. Ah oui, carrément. Et ouais, c'était un monsieur allemand, monsieur Popisch. Ouais. C'était un mec un peu à la dure. Et il vient voir mes parents, il dit Kevin, c'est un garçon charmant. Le sandwich à l'américaine. Voilà, exactement. Il est très gentil, il est très enthousiaste, mais il a aucun talent pour le chant. Donc, comme vous avez payé pour l'année, si vous voulez qu'il reste, il faut le mettre à la danse. Donc en fait, les petites filles dansaient et les garçons étaient au chant. Ah d'accord, ok, d'accord. Donc tu étais le seul garçon en fait à être à la danse. Voilà, c'est ça en fait. Et donc tu te souviens quand on t'a annoncé que tu allais... Ah ouais, c'était... Ils t'ont dit que c'est... Enfin, les raisons et comment ça se passe ouais, mon père il était assez franc quoi. Il m'a dit voilà quoi, on a déjà payé, donc
donc t'as pas le choix, mon grand. Vu qu'ils vont pas nous rembourser. Exactement. Et donc, en fait, au départ, pour être honnête avec toi, voilà, mon père, il était un peu, mon père, il est chef de cuisine. C'est mon fils danseur. Bon, voilà, il le voyait pas trop, quoi. En fait, il y a toute une sorte il y a des clichés, quoi, qui vont avec ça. Et donc, il connaissait pas trop ce monde, en fait. C'était un peu la grande inconnue. Donc, il s'est dit, on va voir. Hein. Et il était pas certain, mais ma maman, elle savait. Elle s'est dit, mon fils, je sais qu'il a ce talent-là. Elle me disait que quand j'étais dans son ventre, déjà, dès qu'il y avait de la musique, voilà. Et tu réagissais ? Je réagissais, exactement. Ouais. Je dansais déjà dans son ventre. Et avant ça, tu avais déjà dansé ? Enfin, tu dansais à la maison ? Ouais, souvent au Nouvel An, ou quand on se retrouvait avec la famille, dès qu'il y avait de la musique, j'aimais bien improviser, quoi. Je savais pas que c'était de l'impro, moi, je dansais, quoi. Et ma maman avait remarqué ça. Donc, quand on lui a dit que, votre fils... n'a pas vraiment, il n'est pas apte à être chanteur à la chorale. Elle, au contraire, elle s'est réjouie. Elle s'est dit, tant mieux. Il va aller danser, tant mieux. Et en fait, ce qui était super, c'est qu'à mon premier cours de danse où je suis arrivé, la professeure de danse qui s'appelait Annie Maire à Grasse, elle m'a mis en fait elle a amené des garçons qui étaient en 6e, donc c'était des grands. Pour moi, c'était les grands. Ils avaient 11 ans ou 11-12 ans. Il y avait 2 petits gars comme ça qui sont venus et qui m'ont accompagné pendant 3 mois en fait. D'accord. Donc ils venaient avec les petites filles qui avaient 7-8 ans, quoi, qui étaient en CE1, CE2. Et en fait, ils m'ont accompagné et ça m'a vachement aidé. Tout d'un coup, je me suis dit, ah ouais, je suis avec les grands et tout. C'est cool. Et en fait, 2 mois après, j'ai fait mon premier concours. Et là, carton révélation. Révélation, médaille d'or. Waouh. C'était du classique ? Ouais, c'était du classique. Il y avait du jazz, du contemporain aussi. Et c'était vraiment super, quoi. Et ma prof, Annie, avec qui je suis toujours en contact. D'ailleurs, chaque été, maintenant, je reviens donner des cours de danse là-bas. Génial. Cet été, je vais redonner un stage au printemps. Et c'est un peu une fierté de revenir aussi. Ah ouais, j'imagine. Pour eux aussi, j'imagine aussi. J'espère. Et ça fait super plaisir de transmettre ma passion, de redonner à la communauté. C'est un truc qui est très américain aussi, de redonner à sa communauté. Ouais, bien sûr. Et pour moi, c'est très important de faire ça. Donc, j'ai fait ce premier concours et 3 mois avant, mon papa, comme je vous avais dit, il n'était pas trop sûr. Et puis à la fin du concours, je gagne la médaille d'or et tout le monde dit, mais qui sont les parents du petit Kevin? Et puis mon père arrive très fier. C'est moi le papa. Il était super fier et tout. Et en fait, l'histoire d'amour avec la danse a commencé là, en fait. D'accord. Okay. Avec un concours qui s'appelait le Lion d'Or. Et c'était, je crois que ça devait être en 96, 97, quelque chose comme ça. Et en fait, après, il y avait plein de concours. Donc après, t'as continué, tu t'es éclaté. Exactement. Donc après pendant 2-3 ans, je faisais 3-4 concours par an. Et à chaque fois, ça se passait super bien. Je suis allé à Paris, à Aix-en-Provence, à Nîmes. Donc en fait, j'ai un peu parcouru la France. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux être sur scène, faire plaisir au public. Je veux m'éclater. Parce qu'à l'école, j'étais un bon élève, mais je veux dire, j'étais pas le premier de la classe. Et donc, j'avais rien d'exceptionnel, quoi. J'étais pas le plus grand, le plus costaud. Donc, au foot, à la récré, c'était pas moi le plus habile. J'étais souvent le gardien de but plutôt que l'attaquant. Donc, en fait, à l'école, j'avais rien de spécial, quoi. Et donc, en parallèle de tout ça, tu continues ta scolarité. Oui. Et quand tu me disais, c'est une école d'artistes, c'est une école, c'est quoi? C'est l'équivalent d'un sport-études, c'est exactement ça, ouais. D'accord, ok. C'est exactement ça. Donc là, dès le primaire, en fait, tu commences un programme assez intensif, en plus de l'école, du côté académique, quoi. Ouais. En fait, je me rendais pas compte que c'était normal de faire ça, d'aller à l'école jusqu'à 2h de l'après-midi, et puis après 2-3 heures. Pour toi, c'était normal, mais c'est assez hors du commun pour le commun des mortels comme nous, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça, en fait. Et en fait, j'ai fait ça pendant 2 ans, en CE1 et en CE2. Et après, en fait, le niveau scolaire n'était pas aussi fort que ce que je pensais. Et ma maman m'a dit, il y a une autre école privée qui fait un sport-études à partir du CM1. C'était Sainte-Marthe à Grasse, très bonne école. Pour la danse, et pour la danse et même pour d'autres, je crois qu'il y avait beaucoup de gymnastes aussi. D'accord. Donc en fait, en CM1, je faisais l'école jusqu'à 4h30. Donc j'avais un cursus scolaire qui était adapté, plus adapté, exactement. Et en fait, après à 4h30, j'allais danser. J'ai continué comme ça en CM1 et en CM2. D'accord. Et ensuite, j'ai fait un stage d'été dans une école supérieure, en fait, qui s'appelle Rosella Hightower. À l'époque, ça s'appelait l'école supérieure de danse Rosella Hightower. Et c'est une école qui existe toujours. C'est où, c'est à Mougins, en fait, juste à côté de Cannes.
Et c'est une école qui a été créée par une danseuse étoile américaine qui s'appelait Rosella Hightower en 1962. Et donc moi en 99, j'arrive là-bas et là il y avait, là c'était vraiment l'école internationale. J'arrive en plein mois de juillet. Les grands studios, il y avait pas de clim à l'époque. Ah ouais, c'était génial. C'était le top parce que tout d'un coup t'arrives. Il y avait une vieille dame, Madame Arlette Castagnier, qui était ma première grande professeure de danse, qui a formé des grands directeurs artistiques, des grands danseurs étoiles, dont Jean-Christophe Maillot, le directeur du ballet de Monte-Carlo. Donc elle a formé une génération entière de grands danseurs. Ouais. Et j'arrive là, et il y avait des Japonais, il y avait un garçon de Guyane, qui est d'ailleurs danseur étoile maintenant à New York, Alvin Ailey. Et il y avait vraiment des gens de partout dans le monde, des Américains, des Asiatiques, des gens qui venaient d'Amérique latine. Et je me retrouve là, ça parle anglais, ça parle japonais et tout. Et j'étais vraiment sublimé par le côté international. Et moi, comme j'étais moitié, je suis eurasien, quoi, moitié français, vietnamien. Dans mon village, il n'y avait pas vraiment d'étrangers, en fait. Ouais. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Ou en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'Asiatiques comme moi. Et encore moins qui dansent. Donc, comment dire, j'étais un peu isolé, quoi. Voilà, il y avait Alexandre qui jouait au foot. L'autre, il est violoniste ou il est violoncelliste. Et puis, donc, moi, j'étais un peu tout seul dans mon coin. Et là, tout d'un coup, à 11 ans, j'arrive dans une école où tu vois qu'en fait, il y a d'autres gens comme toi. Ah ouais. Il y a plein de gens comme moi qui sont passionnés, qui sont talentueux, qui aiment ce qu'ils font. Et tout d'un coup, je me suis senti comme à la maison, quoi. Ouais. Et c'était super international et ça m'a fait tellement plaisir de me retrouver dans mon élément, tout simplement. De cette passion, parce que donc c'est un stage, de cette passion que tu t'es découvert donc presque 10 ans avant ça, ou peut-être plutôt 5-6 ans, enfin bref, est-ce que tu envisages un avenir ou est-ce que tu dis juste ça va être ma manière de faire mes études? Enfin, tu vois, est-ce que tu t'imagines en fait quelque chose, j'en sais rien, après le lycée où ça deviendra ton métier, ou est-ce que c'est ça va être génial, j'ai trop de chance, je peux faire ma passion en plus de mes études. Enfin, tu vois, comment est-ce que tu te projettes par rapport à ça en grandissant? Alors en fait, moi direct, ça a été le coup de cœur et au bout de 2 jours dans ce stage, le directeur et la directrice viennent voir mon papa et ils lui disent est-ce que ça vous intéresserait de suivre notre cursus? C'est à l'année, cursus, à l'année qui va de la 6e à la terminale. Où c'est un sport-études, mais c'est école sup, quoi. Donc, par exemple, quand on devient un médecin... Plus poussé encore, Ah oui. Par exemple, quand on devient médecin ou avocat, voilà, à 17 ou 18 ans après le bac, on va en école sup. Ou pour les grandes études, genre centrales, pour les ingénieurs. Et en fait, en danse, on peut le faire beaucoup plus tôt, quoi. Donc, à l'âge de 11 ans, il y a plusieurs écoles comme ça, par exemple, comme l'Opéra de Paris. Et dans le sud de la France, il y a Rosella Hightower qui est un peu comme l'Opéra de Paris, mais dans le sud, en fait. Okay. Et en fait, direct, on m'a dit, tu pourras un jour devenir danseur étoile, si c'est ton rêve. Et tout de suite... et là, tu réalises ce que ça veut dire? Ouais, tout d'un coup, je me dis, ça va être comme Patrick Dupont à la télé. Patrick Dupont, le grand danseur étoile, qui, lui, il passait sur TF1 aux 20h. Je me souviens, je l'avais vu à la télé. Et mon père, il m'a dit, peut-être qu'un jour, ce sera toi. Et tout. Moi, je me disais, ce serait génial. Et en fait, en gros, on m'a dit, toi aussi, peut-être que tu seras le futur Patrick Dupont. Donc pour toi, c'était oui tout de suite, je veux faire votre cursus, c'est une opportunité. Et tes parents étaient partants là-dessus? Ah bah ouais, direct. Mon papa, déjà avec les concours, il s'est dit, tiens... mon fils, il y a peut-être un talent caché. En fait, ma femme avait raison. Il avait une âme de danseur. Raison, absolument, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, voilà, c'est ce qui s'est passé. Ils ont été conquis direct. Ouais. L'école avait un super programme, donc je pouvais quand même faire ma scolarité à Grasse. Ce dont je me rends compte, c'est que ce niveau scolaire, plus tard, m'a permis d'arriver au Canada et d'arriver en première au Canada et de pas redoubler. Donc du coup, tu fais ton collège, tu fais ton lycée, tu es toujours donc en tandem avec cette école supérieure dont tu parles, de danse. Comment arrive alors justement le Canada? Parce que le Canada, donc c'est avant la fin du lycée que tu pars faire 1 an. Enfin, au début, tu pars pour quelques mois. Voilà, c'est ça. Et finalement, tu vas rester l'année. Comment est-ce que cette opportunité s'est dessinée vers toi? Est-ce que tu avais une envie d'international ou est-ce que
on te l'a présenté et tu te dis bah oui, pourquoi pas. Bah en fait, ça me donne les frissons quand tu m'en parles, parce que je me rappelle avoir 14 ans. Ouais. Et je parle beaucoup de mon papa parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble, Ouais. avec ma maman aussi, bien sûr. Et on regardait une émission, on regardait Popstar. Et il y avait un mec de Cannes, Bruno Vandelli, un chorégraphe et il partait à New York avec des danseurs. Et il disait, voilà, moi à l'époque, quand j'avais 18 ans, enfin il parle de sa carrière. Et il en parlait, c'était un mec de Cannes. Et je me dis, tiens. En fait, c'est possible. Ouais, et en fait, je me disais, bah, pourquoi pas lui, il a réussi, bah, pourquoi pas moi. Moi aussi, je suis de Cannes, je fais des études supérieures et tout ça. Et je me souviens, j'avais 14 ans. Et dans ma tête, je m'étais pas rendu compte que en fait, je faisais déjà de la visualisation. Je me faisais mes rêves à moi. Tu te faisais ta bucket list perso. Ah ouais, mais carrément, en fait. J'avais 14 ans et je me voyais à New York, dans les grandes écoles et tout ça. Tout le monde a le même uniforme. Tous les garçons, ils sont dans la même classe. Il y a 20 mecs qui sautent, qui font des pirouettes, des cabrioles, qui font des pas de deux, qui lèvent des fils de la même taille au-dessus de leur tête avec une main et tout. Je m'étais dit, ouais, moi, je veux. Ce sera moi. Ce sera moi un jour, en fait. Et j'avais 14 ans. Et en parallèle, je faisais toujours mes études de piano, en fait. Parce que dans cette école que j'avais fait à l'époque, les garçons chantaient et tout le monde jouait d'un instrument. Alors, tu t'es remis au chant non, j'avais arrêté le chant, mais j'avais continué le piano. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que donc je fais mes 5 ans d'études, je vois cette émission de télé, et dans ma tête, tous les soirs, je rêve des États-Unis et tout ça. Et qu'est-ce qui te faisait rêver aux États-Unis? Ces images que tu avais vues, en fait, c'est tout? Ouais, c'est ça, en fait. C'était. Tu t'inventais, pas péjorativement, mais tu brodais un peu le reste. Ah, bah, carrément. Bah, en fait. T'avais vu le truc et puis tu tissais les liens entre le reste. Bah, ouais, dans l'émission, en fait, ils étaient dans des studios de danse à un moment, et puis, donc, ce chorégraphe, il parlait de sa carrière et tout ça, et moi je me dis bah tiens, moi aussi. Puis après je m'étais dit, je me mettais à parler anglais, je faisais semblant de parler anglais. Et dans mon école, en fait, il y avait beaucoup d'internationaux. Ma copine, elle était japonaise. Il y avait mon pote Jason, il était américain. Et donc j'avais dit à Jason, tiens, tu pourrais pas m'apprendre un peu à paragouiner en anglais? Parce que vous parliez français entre vous? Ouais, en fait, on parlait surtout en français, mais il y en avait certains en fait qui étaient internationaux, donc ils parlaient anglais entre eux. Et moi, je m'étais rapproché d'eux, je m'étais dit, bah tiens, si un jour, moi, je vais aux États-Unis, peut-être que faudrait un peu que j'apprenne, quoi. Ouais. Et donc, je commençais un peu à parler anglais avec eux. Et puis après, pour draguer les filles, c'était plus facile aussi. Surtout pendant les stages, comme c'était très international. Et en fait, j'ai une super opportunité. Donc, ma directrice, c'était Rosé Lightower, mais après, elle est devenue très vieille. Donc, elle a passé la main à Monique Loudière, qui était danseuse étoile à l'Opéra de Paris. C'était une grande directrice, une grande dame de la danse, qui est venue me voir la semaine de mon anniversaire, et elle me dit, je crois qu'elle m'invite dans son bureau. Elle me dit, Kevin, cette année, on a choisi des élèves pour partir au Canada faire un stage d'échange, en fait. Donc, si tu veux, tu pars pendant 1 mois à Toronto au National Ballet School. Wow. C'est comme l'Opéra de Paris, mais au Canada. C'est un super programme, et c'est encore plus international qu'à Cannes, et je pense que ça va être l'expérience d'une vie. Et donc on t'a sélectionné. Donc à l'époque, on était à peu près 20 garçons de la 6e à la terminale. Et je suis le seul garçon qu'ils ont sélectionné pour partir là-bas. Et t'es en quelle classe à ce moment-là? Et je suis en seconde. Je suis en seconde, et ça faisait déjà depuis la 3e que je rêvais de tout ça, des États-Unis. Et puis, et en fait, j'avais un bon niveau scolaire, en fait. Donc, j'avais des super notes en anglais. Comme je te disais, j'étais un bon élève. J'étais pas le premier de ma classe, mais j'étais un bon élève. Et j'avais un super niveau d'anglais et d'espagnol et d'histoire géo aussi. Et donc, ils avaient regardé tout ça, quoi. Pas seulement le cursus de danse, mais est-ce qu'il est bon dans les langues étrangères? Est-ce qu'il peut s'adapter? Et comme moi, j'avais cette double culture avec ma maman, ils se sont dit, tiens, lui, c'est un garçon qui peut peut-être s'adapter. Et puis jouer de la musique aussi. Donc, ils se sont dit, bah tiens, lui, il a plusieurs, il a plusieurs couleurs sur sa palette d'artistes. Donc, donnons-lui sa chance. D'accord. Et donc, je pars là-bas. Et ma Tes maman, parents toujours partants Alors au départ non. Donc ma maman elle est asiatique, vietnamienne, très à l'ancienne, quoi, très stricte. Très stricte. Et m'avait dit, il faut que tu aies ton certificat de fin d'études musicales au conservatoire pour partir, sinon tu pars pas.
Et ça faisait 9 ans que j'étais au conservatoire, 9 ou 10 ans. Pour le piano, donc? Et pour le piano. Et en fait, le certificat de fin d'études, c'est juste avant le prix de conservatoire. Quoi. C'est un peu comme le bac en musique. Et donc, je passe mon certificat de fin d'études. Et donc, je le réussis. Je joue une pièce de Rachmaninoff et une pièce de Bach. Ça se passe bien. J'ai mon certificat avec félicitations. En plus, j'ai bossé comme un fou, parce que ma mère, elle était dure. Il n'y avait pas de négo. C'était, t'imagines, donc moi, mon cursus, c'était école, comme je te disais, danse-études, quoi, depuis que j'ai 8 ans. Et quand je revenais le soir à la maison à 8h30 le soir, je mangeais en un quart d'heure, petite douche de 5 minutes, et après, c'était piano pendant 1 heure. Du CE1 jusqu'à la seconde. D'accord. Tous les soirs, même le dimanche, jour férié, Noël, voilà, quoi. Pas d'exception. Comme ça. Pas d'exception. Grosse rigueur académique. Grosse rigueur, et d'ailleurs, je dis merci à mes parents parce que grâce à cette rigueur, cette discipline, ça m'a appris que on n'a rien sans rien. En fait, il y a que le travail qui paye. Quand les gens demandent alors c'est quoi le secret, la plupart des gens qui ont bien réussi dans leur domaine, à n'importe quel niveau, ils ont bossé comme des fous. Il y a pas de. On peut être talentueux, mais le talent sans le travail. Ça ne dure qu'un temps en fait. Moi j'ai 35 ans maintenant, je suis arrivé aux États-Unis en 2006, je vais y revenir dans un instant. Mais depuis que je suis gamin, je bosse super dur. Mon père il était chef de cuisine, il faisait des doublettes, ça veut dire 8h et 8h souvent, parce qu'on était 3 enfants à la maison, et puis voilà quoi, c'était le dur labeur quoi. Donc mon père bossait super dur et maman s'occupait de nous à la maison, donc je bossais super dur quoi. Je faisais 1 heure de piano et après ça je faisais mes devoirs, donc jusqu'à donc je faisais des journées à 22h 22h30, j'allais me coucher quoi. Et donc voilà, je pars au Canada. J'ai mon certificat de fin d'études et donc sinon tu montes pas dans l'avion. Oui, non, ma mère m'avait dit on a acheté le billet mais c'est pas grave, il est remboursable, donc en gros c'était ça quoi. Donc tu pars pour 1 mois. L'objectif, donc, c'est quoi? C'est donc tu as un stage, tu vas suivre des cours, et c'est un stage un peu comme celui que tu avais fait où tu avais découvert cette école à Cannes, donc avec des gens qui viennent du monde entier. Et tu apprends quoi? Des nouvelles techniques? Tu apprends quoi? Exactement, super question en fait. Et, ce qui s'est passé, c'est que j'arrive et un peu comme quand j'avais 11 ans, là j'en ai 16. Et tout d'un coup, c'est une plus grande école. Et là, ça fait vraiment l'effet Amérique, quoi. Il y avait Tout est plus grand en Amérique du Nord. Ah ouais, mais c'était... tu t'imagines, le building, il était en construction, où il venait juste d'être construit. C'était un building à 100 millions. T'imagines, 100 millions, c'est... ça me choque plus maintenant. Oui, tu vois, mais à l'époque, en 2006, donc comme je t'ai dit, voilà, moi, mon papa, il était chef de cuisine, il travaillait 16 heures par jour. T'arrives dans un building à 100 millions. Ouais, c'est luxueux, quoi. Ça tue, quoi. J'étais subjugué. Dans mon coloc, il était cubain. Réalisant, j'imagine, la chance que tu as d'être là. Ah ouais. Et lui, il parle super bien anglais. Je dis, non, tu parles vachement bien anglais. Il m'a dit, ouais, moi, ça fait 1 an que je suis là. Et là, il y a mon pote japonais. Lui aussi, ça fait 1 an qu'il est là. Et les mecs, ils parlent anglais super bien. Avec un bon accent. Ils font pas d'erreur. Enfin, pour moi, c'était... en 1 an, les mecs, vous êtes comme ça et vous venez d'où et tout. Et donc, il y avait... Après, j'avais une copine qui venait du Brésil. Elle, pareil, ça faisait 1 an. Elle parlait anglais super bien. Et tout le monde venait de l'étranger comme ça. Et tout le monde parlait super bien. Tout le monde s'était bien acclimaté à la culture canadienne. Tout le monde était super poli, chaleureux, avenant, charmant. Et je me suis dit... trop bien. Trop bien. Moi aussi, je veux faire partie de cette équipe du club, exactement. Donc, je me dis, tiens... Donc, 1 semaine après, je vais voir la directrice Mavis Staines qui m'accueille dans son bureau et je lui parle avec mon broken English, quoi, mon anglais d'à peu près de Cannes, quoi, avec mon pote Jason qui m'avait appris 6 mois avant. Et elle me dit, ça va, tu te débrouilles un peu en anglais. Je dis, je veux vraiment rester. Et comment on fait pour rester? Et tu veux rester pour faire quoi alors? Et en fait, je lui dis, moi je veux faire comme mon copain japonais. Oui, mais à part le fait qu'ils parlent anglais bien, qu'est-ce qu'on sait d'eux? Alors en fait, c'est des super danseurs. Ils sont passés 1 an, ça. En fait, c'est des super danseurs, genre ils ont donc 3 fois mon niveau. Tu veux continuer à te former, être au top du top là-bas. C'est comme si... moi j'aime beaucoup le foot, alors je vais faire une petite comparaison, une petite analogie footballistique. C'est pas sûr que je la comprenne, mais... c'est comme si en fait tu passais... du niveau Ligue 1 à la première ligue en Angleterre.
ou du niveau Ligue 1 et tu arrives en Ligue des Champions. Tout d'un coup, tu es en Ligue des Champions et tu joues contre les. Voilà. Ou même encore mieux, tu es à la Coupe du Monde. Tout d'un coup, tu fais face à des mecs. Tu changes de catégorie. Ah ouais, tout d'un coup, tu joues contre des mecs comme Griezmann ou Mbappé, quoi. Alors qu'avant, tu étais avec des mecs de ton niveau, quoi. Ouais. Et là, tu te retrouves face au niveau international. Stimulant, en fait. Ah ouais, mais c'est vraiment, il y a 16 ans, ça te fait rêver, quoi. Tout d'un coup, tu te dis, ah ouais, là, dans puis ma à 16 classe, ans, t'es en plein dans le tout est possible. Tu peux encore prendre plein de décisions qui peuvent changer ta vie, quoi, en fait. Donc j'imagine que t'es à la fois plein d'espoir, plein d'envie, plein de rêves. Ah ouais, en fait, t'as des rêves plein la tête. Et à cet âge-là, en fait, il y a personne qui te dit que c'est impossible. Ouais, c'est ça. Et surtout, en fait, t'es en Amérique du Nord, quoi. Donc quand tu dis, ouais, moi, un jour, je veux être danseur étoile ou soliste, on te dit, bah ouais, vas-y, tape dedans, gamin. T'as senti pour avoir du coup étudié, tu vois, des deux côtés de l'Atlantique, cette discipline, est-ce que t'as senti une mentalité différente? Enfin, tu vois, on dit souvent que les Français, mais j'aime pas faire des clichés, mais c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, tu vois, à mon micro, mais on a tendance à nous trouver un problème à chaque solution. Est-ce que c'est quelque chose que t'as senti toi aussi professionnellement dans cet apprentissage de la danse? Bah absolument, en fait. Ah ouais par exemple... je vais te donner un exemple. Moi, je suis pas très grand. Je fais 1m70 et comme les footballeurs, en fait, plus t'es grand, mieux c'est. En fait, c'est plus facile physiquement, athlétiquement. Quand j'avais 11 ans, par exemple, je voulais partir à l'Opéra de Paris, mais à 11 ans, moi, je crois que je faisais 1m40 ou 1m45. J'étais tout petit. Il fallait faire 1m50, donc j'avais pas été pris. C'était pas possible. Et au Canada, il y avait pas de ce problème de taille. D'accord. Tu vois, c'est même pas une question, quoi. C'est pas voilà, un critère. quoi. C'était vous êtes pas super grand, mais c'est pas grave. Si vous êtes bon techniquement, si vous êtes passionné, si vous êtes assidu, on vous prend, quoi, pour votre talent, quoi. C'est pas une question de physique, en fait. Même si forcément la danse c'est axé sur le physique, mais il y avait beaucoup moins de critères physiques, en fait, tout simplement. Et donc déjà ça m'a fait super plaisir, quoi, que pour la première fois de ma vie on m'a pas dit. Tu t'es senti beaucoup plus accepté de tel côté, quoi. Vous mesurez combien tu vois bien qu'un mec il est grand ou il est pas grand, ça se voit tout de suite, quoi. Et déjà il y a ce complexe qui s'est un peu évaporé, alors que quand j'étais plus jeune, j'avais un gros complexe par rapport à ma taille, parce qu'à chaque fois on se disait oui, Kevin il est bon, mais avec sa taille ça va être difficile et tout ça. Et au Canada c'était beaucoup moins comme ça, quoi. La plupart des mecs qui étaient dans ma classe ils faisaient à peu près la même taille, donc je me suis senti beaucoup plus à l'aise. Et en fait pendant ce mois-là je me suis rendu compte que c'était possible. On m'a offert une bourse, et là pour répondre à ta question, je reviens en France et je dis à tous mes potes ouais les gars, moi je pars au Canada, j'ai une bourse de $30,000 et ça va être génial. Et tout le monde me dit ah mais il fait froid au Canada, mais tu parles pas super bien anglais, mais tu crois que tu vas réussir et tout, qu'est-ce qui se passe si tu te plantes? Donc ils ont du mal à se réjouir pour toi de l'opportunité que t'as. Mais je te jure, mais la bande de jaloux. Mais là je vais être hyper honnête avec toi, ça fait 20 ans. Mais les gros jaloux, tu sais, les mecs au début ils étaient super contents que je fasse le stage. Après tu reviens, tu dis que t'as une bourse, que tu vas partir 1 an vivre ton rêve, faire ta première du lycée là-bas, et tout le monde me disait et si tu te plantes, qu'est-ce qui se passe? Tu reviens en France, tu vas redoubler. Pas que mes potes, il y avait même des 2-3 profs, pas tous. Il y en avait beaucoup qui m'ont vachement soutenu, mais il y en avait 1 ou 2. C'est dur. C'était pas hyper réjoui pour moi. Ça m'avait un peu brisé le cœur à 16 ans. Tu reviens avec des rêves plein la tête. Bah ouais, t'as envie qu'on soit content pour toi Ah bah carrément, mais moi ça m'avait un peu... je me suis dit, tiens, je me casse. Tu vois, donc du coup, t'as fait ce mois pendant l'été à Toronto, t'es revenu en France. Tes parents cette fois-ci, ils étaient chauds, pas chauds? Alors en fait... il a fallu négocier le piano. Ah ouais. En fait, alors le piano, heureusement j'avais réussi mon examen, donc ma mère elle m'avait dit, au moins t'as réussi, donc là... Après, mon père, en fait, quand je lui ai parlé d'homme à homme, en fait, il a été super direct. Il a compris, parce que lui, il a commencé à bosser très tôt. Il était en école hôtelière, et donc il a commencé à bosser très jeune. Donc il comprenait les métiers passion, quoi, comme il était grand chef de cuisine. Et ensuite, ma maman, elle voulait pas laisser son fils aîné partir. Donc, c'est pas facile, en même temps t'as envie d'être content pour tes enfants, mais j'imagine que c'est... Ah ouais, c'était... Moi je sais pas rétrospectivement comment mes parents ils ont fait pour nous laisser partir, enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Maintenant qu'on est parents, toi comme moi, je dis waouh, je sais pas si mon fils il décide de partir vivre sur l'autre bout de la planète,
je serais contente pour lui, mais ce sera difficile de pas montrer ma tristesse pour moi, quoi, de pas l'avoir à côté de moi. Ah bah ouais, en fait, maintenant je dis merci à mes parents, beaucoup de gratitude, de reconnaissance, parce que forcément c'était super dur pour elle, et puis elle, tu sais, elle a quitté son pays très jeune, donc tu vois ce truc de pas avoir les siens proches d'elle, ça a été un vrai trauma, une souffrance quand elle était jeune, donc de voir son fils aîné partir super jeune à l'autre bout du monde, d'une autre culture et tout. C'était un peu traumatisant, mais je lui ai dit, tu sais maman, une chance comme ça, j'en aurai qu'une dans ma vie, et si je la prends pas, je pense que je vais le regretter le reste de ma vie, et peut-être qu'un jour j'aurai même du ressentiment si tu me laisses pas partir. Et quand je lui ai dit ça, que je pense que elle a pris un moment de recul, elle en a parlé à deux, trois autres personnes, dont ma prof de piano, avec qui je suis toujours proche d'ailleurs, Madame Patin. Et je pense que voilà, elle a parlé aux bonnes personnes, à des gens qui avaient des enfants aussi, et finalement qui comprenaient ses craintes, mais qui comprenaient aussi l'opportunité que tu avais, quoi. Exactement, c'est ça en fait. Et elle a eu cette sagesse d'esprit, et cette grandeur d'âme de laisser partir son petit gars qui voulait vraiment vivre de sa passion à l'autre bout du monde, et elle m'a laissé partir. Donc j'ai eu mon visa d'étudiant pour 1 an ou 2 ans au Canada. Pour le Canada. Et alors c'était quoi le deal du coup? Tu pars en famille, t'as une famille d'accueil qui s'occupe de toi, ou t'es en internat Ouais, j'étais en internat, et en fait c'est ça qui était génial là-bas, c'est que tu pars à l'internat, mais les surveillants, ils appelaient même ça des house parents, donc c'était les parents de la maison. D'accord. Si on le traduit. Et en fait, il y avait une super équipe de surveillants qui étaient hyper proches. Une vie communauté, quoi. Ah ouais, une vraie communauté. Tous les soirs, on buvait le thé avec eux. Je me souviens, tea time à 10h le soir jusqu'à 10h30. On écoutait du Pink Floyd avec eux. C'était super gentil. On mangeait des petits biscuits, ils nous aidaient pour faire les devoirs. Il y avait un système qui était progressif, qui était vraiment génial. Moi, j'avais l'habitude que en France, tu sors ta disserte, tu t'es planté, c'est hors sujet, 7/20. Vous ferez mieux la prochaine fois. Là, tu arrives au Canada, tu es en première, tu as une classe qui est spécifique pour tous les étrangers. Donc, c'était ISR, English as a Second Language. Et donc, je me retrouve. C'est une mise à niveau sur l'anglais. Ah ouais, qui était top, quoi. Pour être sûr qu'on laisse personne de côté, quoi. Exactement, et génial, quoi. Le système scolaire canadien éblouissant. Donc, moi, j'étais avec des Brésiliens, des Japonais, des Cubains. Et on parle anglais tout le temps, mais il y a ce système-là, et dès que tu fais ta disserte ou ta rédaction, on te la rend, tout est corrigé à l'encre rouge, et on te dit refaites. Et en fait, on te donne pas une note jusqu'au moment où ta copie elle est nickel. Donc moi, les 6 premiers mois, même je vais dire la première année, à chaque fois je devais refaire mes devoirs 2 fois, 3 fois. Mais après, à la fin, t'as un 18. Donc en fait, la première fois, t'as 7/20. Et tu sais ce que c'est le boulot pour arriver au 18, quoi. Ah ouais, mais c'est génial en fait. C'est un super système. Donc bon, tu bosses beaucoup plus dur, mais à la fin, tu sais comment avoir un 18. Si on sait que t'as le potentiel, c'est super. Et ah ouais, c'était génial. Et pas seulement moi, quoi. Tous mes copains qui étaient étrangers, en fait, ils ont eu ça. Et c'était pareil pour la physique, les maths, biologie, histoire de la danse, de la musique. Il y avait tout un cursus comme ça qui était très poussé. Et donc les étrangers, on devait bosser beaucoup plus dur, mais à la fin de l'année, tu passes et tu as des super notes, quoi. Et donc je suis repris pour l'année d'après, on me redonne un visa d'étudiant, je fais ma terminale, je fais des copains qui sont toujours mes amis d'ailleurs, ça fait 20 ans. Quand je me suis marié, mon témoin de mariage, c'était mon pote cubain qui était avec qui je partageais la piole pendant 2 ans, quoi. Mon coloc, et c'est toujours mon ami, il m'a encore appelé la semaine dernière. Et on se fait, les amis que j'ai eus à cette époque-là, on est toujours en contact, quoi. C'est vraiment, c'est un peu comme la famille, quoi. Et donc. En même temps, t'es loin de la tienne. Enfin, j'imagine que tu recrées ton cocon familial. D'une certaine manière de ce côté de l'océan, quoi. Aussi. Ah, exactement, ouais. C'était génial, hein. C'était vraiment 2 très très belles années de ma vie, quoi. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris plein d'autres cultures. Je regardais des films japonais, je regardais des danseurs cubains, j'allais voir des spectacles du Ballet National du Canada. J'ai écouté beaucoup de musique du Brésil, par exemple. J'avais une amie du Brésil aussi, et donc en fait le fait d'être bercé dans cette culture cosmopolite, et j'ai beaucoup appris, quoi. Ça m'a vachement ouvert l'esprit. J'ai même appris à parler un peu espagnol, comme mon coloc, il était cubain, donc il m'a appris 2-3 trucs et tout, et en fait c'était vraiment une super culture. Je suis revenu plusieurs fois au Canada, j'ai toujours des super amis là-bas. Trop bien.
Et donc j'ai mon diplôme à la fin des 2 ans. Donc je bosse comme C'est quoi un le malade. diplôme à la fin du lycée au Canada? En fait, c'est comme un bac. Ouais. C'est le bac canadien. Et D'accord. avec ça, je peux faire des études Tu peux rentrer à l'université, quoi. D'accord. universitaires aux États-Unis ou au Canada. Ok. Et donc j'ai mon bac. Et après, il y a... Enfin, juste avant ça, 2-3 mois avant, il y a la période la plus difficile pour les danseurs. C'est les auditions. Donc les auditions, pour savoir où tu vas rentrer après. Exactement. En après gros, le c'est lycée. l'entretien d'embauche, quoi. Et c'est super dur. Pour comprendre juste comment ça marche et le projet. Donc, à la fin du lycée, c'est quoi tes ambitions, tes projets? C'est de faire une école pour continuer la danse? C'est des ambitions pour rentrer dans des écoles? Alors en fait, tout dépend de ton niveau. Alors là où j'étais, en fait, c'est un sport-études aussi, comme à l'Opéra de Paris. Donc tu danses le matin et tu danses toute l'après-midi. Mais là, c'est vraiment le gros niveau. C'est stage Clairefontaine, équipe de France. C'est ce que je faisais à Toronto. Et donc en fait, tu fais plein de spectacles chaque année. Il y a d'autres écoles qui viennent. On fait des grandes rencontres internationales. Donc en fait, ils te préparent à rentrer dans une compagnie professionnelle à l'âge de 18 ans. Mais D'accord. entre les deux, parfois, il y a des gens qui font un programme de pré-professionnel, en fait, comme une école sup, en fait. Comme une prépa, tu veux dire? Une prépa, ouais, pardon. Comme une prépa. Et moi, j'ai eu la chance, j'ai pas eu à faire cette prépa. J'ai été pris en fait, j'étais stagiaire interne dans une grande compagnie, le Houston Ballet. Ils m'ont sélectionné, ils sont venus au Canada. C'était la seule compagnie américaine, en fait, qui venait au Canada faire leurs auditions. Donc, comme ça, j'avais pas à aller là-bas, prendre l'avion et tout. Ils sont venus, ils ont fait les auditions, repérage, et ils ont passé un coup de fil à ma directrice et ils lui ont dit voilà, on est intéressé par votre danseur français, Kevin, et on aimerait l'inviter pour une saison en tant que stagiaire au Houston Ballet. Trop bien. Et donc là, bingo, quoi, c'est jackpot. Pour toi, c'est bon, ding, 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 ding. Ouais, c'était ça, ouais, parce que les 3-7, voilà, Ouais. c'était. En fait, mes rêves de gamin, tout d'un coup, ils se réalisaient. Moi, je Ouais. voulais toujours danser dans une grande compagnie aux États-Unis. Ah ouais. Et là, première audition après 2 ans. Bon, c'était 2 très belles années, mais c'est galère. 2 ans de T'arrives, travail tu acharné, bosses, quoi. acharné. C'est très très dur, quoi. T'es loin de ta famille. Je te donne la jolie version, mais le nombre de soirs où tu rentres de la piole parce que tes répètes c'était galère. Tu te fais engueuler par ton prof de danse parce que t'es pas le meilleur. T'as pas eu le rôle que tu voulais, et là tu rentres dans ta piole, t'écoutes du Calogero et tu te mets à chialer. Et pour ça, la vie justement entre colocs, ça t'aide justement dans ces moments difficiles. Ouais. Et c'est peut-être ça aussi qui vous rapproche, qui fait que vous tissez des liens pour la vie. C'est que vous êtes là pour les bons et les mauvais moments l'un pour l'autre. Ou... Bah ouais, énormément, quoi. Moi je me souviens, ma maman elle m'écrivait souvent. Elle m'écrivait de très belles lettres, elle mettait son parfum et tout. Non, trop chou. Et à l'époque, c'était à l'époque où on s'écrivait encore des lettres. Et elle m'écrivait ces lettres comme ça. À chaque fois que je lisais ces lettres, je me mettais à pleurer. Oh. C'était dur. Et comme il y avait tellement de mecs dans la piole, on était 5 dans une chambre. Il y avait beaucoup d'étudiants. En fait, des fois, tu allais te planquer dans les toilettes pour que personne te voie, quoi. Donc, tu avais ton petit moment à toi pendant 5 minutes. Tu lisais ta lettre. Et t'essayais de faire quand même le mec solide, moi je crains rien. Vous osiez pas partager vos vulnérabilités là-dessus? Bah on faisait un peu, quoi, mais c'est dur parce qu'après c'est la fin de l'adolescence, c'est pas facile. ton pote pareil, il vient de recevoir la lettre de sa maman à Cuba ou du Japon, et lui pareil, là tu pars en mode déprime, et donc. Tu veux dire que vous vous tirez trop vers le bas tous les tous les 5 si vous êtes. On écoutait du Radiohead, le groupe de rock et tout. C'était compliqué. Et puis, il fait froid, hein. C'est moi j'ai grandi à Cannes. Ah oui, c'est vrai que Cannes, pour toi c'est un choc. 5 degrés l'hiver, où tu mets un petit pire manteau, du pire, ouais. une petite laine, tu vois. Et là t'arrives au Canada, il fait moins 30, moins 30 des fois, t'imagines un peu, moins 20, moins 30. Pendant 3-4 mois, il y a des fois tu vois à peine. C'est dur, hein, t'as de la neige toute la journée. Ouais, ça impacte le moral quand même de pas voir la luminosité toute la journée. Ouais, mais carrément, quoi. Et puis tu sais, c'est l'époque du lycée, donc forcément tu tombes amoureux. Et puis voilà, après ça se passe pas comme tu veux, et puis après t'as le cœur brisé, après tes parents ils sont pas là, tes potes ils sont là pour t'aider. Donc c'est super dur, hein. Franchement, tu pars à l'internat comme ça à l'autre bout du monde. Tu veux vivre de ton rêve, bien sûr, mais c'est des sacrifices, hein. Tu vois pas ton petit frère, ta petite sœur elle t'envoie des dessins où elle te dit tu manques, grand frère et tout. C'est super dur, hein, franchement. Tu sais, c'était très dur, mais en fait le jeu en vaut la chandelle. Mais voilà, pour tous les jeunes garçons et filles qui veulent accomplir leurs rêves, il faut pas oublier que c'est beaucoup de sacrifices.
Oui, ça vaut le coup, mais c'est beaucoup de galères, quoi. Donc, dans n'importe quel corps de métier, hein, c'est pas seulement pour les danseurs, Bien c'est sûr. pour les architectes, les journalistes, les sportifs de haut niveau. C'est pareil pour tout le monde, quoi. Chacun. Pas partir vivre à l'étranger, en fait, beaucoup de personnes, et je les comprends, hein, ont tendance à croire qu'on part et que c'est YOLO. La vie est belle, c'est ce qu'on voit dans les reportages zones interdites aux États-Unis. Ouais. Mais ouais, non, c'est pas parce que c'est un choix que c'est un choix de vie facile. C'est pas parce qu'on a décidé qu'on allait tenter notre chance ailleurs que c'est qu'il n'y a pas des jours où on se pose la question si on a pris la bonne décision, quoi. Ah bah ouais, non, c'est clair que moi, le nombre de fois où j'allais boire des cafés, je me souviens, on buvait des chocolats chauds à $1 à Tim Hortons. C'est un truc très canadien, c'est comme le Starbucks, c'est mais là-bas. ouais. Et je me souviens, on buvait nos chocolats chauds comme ça et, avec mon coloc, et on se disait, et si on n'y arrive pas, Oh. on fait quoi? Et là, franchement, des fois, tu pars vraiment en mode dépression. Hein. Tu te dis, oh, putain, si on a tout lâché et que tout d'un coup, on n'a pas le job qu'on veut, on n'arrive pas à faire notre métier, de vivre de notre métier. Là, tu reviens en France, tous les copains qui disaient, ouais, alors tu vas redoubler, qu'est-ce que tu vas faire? T'arrêtes la danse. Enfin, tu vois, tous ceux qui croyaient pas en toi. Qui croyaient pas en moi, déjà, et en fait, le fait de m'imaginer. Ça te donnait encore plus de force. Tu sais, ouais, mais grave, c'est exactement ça. Je veux surtout pas qu'ils aient raison. Mais ouais, mais c'était trop ça, quoi. Tous les nœuds, là, j'avais envie de leur prouver que, ah bah non, je vais réussir, j'ai pas le choix. Même ma maman, des fois, elle me disait, ah bah tu sais, Kevin, si tu reviens en pleurant à Noël, c'est pas grave et tout. Et même moi, j'avais cette fierté de me dire, non, tu vas voir, je vais revenir, j'aurai mon diplôme, j'aurai un métier, un contrat en poche et tout ça. Et à 18 ans, j'aurais plus besoin de demander des sous à personne et tout. Et en fait, j'étais tellement obsédé par cette réussite, même si forcément il y a ces doutes, parce que c'est dur. T'as 16-17 ans, t'essayes de faire le mec mûr, mais bon, tu doutes vachement quand même. Hein. Mais le fait d'être obsédé par cette quête de réussite et de me dire, voilà, moi je viens d'en bas, en gros, quoi. Je suis pas le fils d'un ambassadeur, donc il faut s'accrocher, quoi. Il faut que ça marche. Il y a pas le choix, quoi. Il faut réussir, quoi. Il y a pas le choix. Et le fait qu'il n'y ait pas le choix, à 18 ans, je suis rentré dans une super compagnie, le Houston Ballet, qui est toujours d'ailleurs une des 5 meilleures compagnies américaines. Enfin, du coup, à ce stade-là, est-ce que tu connais autre chose des États-Unis que ce que tu as vu dans Popstar? Ouais, bah oui. T'y y allais, quand même, en fait, j'y étais pas allé, mais comme je vivais à Toronto, au Canada, c'est très proche des États-Unis, en fait. La culture, et c'est un peu plus chaleureux, quand même. Je dirais, à Toronto, c'était vraiment chaleureux. Les Canadiens, je pense je suis allé dans beaucoup de pays dans le monde, et là où les 2 pays où je me suis senti le mieux accueilli, c'était au Canada et au Vietnam. Je me suis senti très... Alors qu'au Vietnam, je parlais même pas vietnamien, mais les gens me regardaient, ah tiens, lui, il est peut-être de chez nous. Mais ouais, très, 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 très accueillant, les Canadiens. Super culture, franchement. S'il y a un endroit où je reviendrais vivre, ce serait au Canada, parce que les gens sont super. Il y a pas... Moi, j'ai jamais ressenti le racisme ou comment dire, cette différence de « Ah, mais vous venez d'où ?» Pas du tout. C'était vraiment... c'était le top. Franchement, Canada, c'était le rêve. Et donc, ce que je connaissais de la culture américaine, c'était, il faut bosser super dur. C'est des semaines de 60 heures, c'est 2-3 boulots. La plupart des gens, ils ont 2-3 boulots pour arrondir les fins de mois. Les gros crédits... Mais c'est la réussite. Pour moi, c'était le rêve américain. C'est que tu peux arriver avec rien et en 10 ans, tu peux construire une vie dont tu es fier. Et en plus, c'est vrai, parce que c'est ce qu'on m'avait dit, c'est ce que je voulais croire, et je suis d'accord avec ça, parce que la plupart des expats avec qui je suis pote, quand on parle des débuts, on est souvent arrivé... Enfin, moi, personnellement, je suis arrivé, j'avais 2 valises et j'avais $500 dans les poches et beaucoup de rêves.
Et maintenant, j'ai ma propre maison. Je suis père de famille. J'ai une femme qui est formidable. Je vis toujours de ma passion. Et franchement. T'es heureux, quoi. Ah ouais, je suis super heureux. Je suis comblé. Même si, bon, forcément, comme avec tout le monde, il y a eu des grosses galères. Mais maintenant, je suis vraiment content, quoi. Je me dis que toutes ces galères, ça valait vraiment le coup, quoi. Alors, reprenons le fil du coup de ton parcours. Donc, tu arrives à Houston. Oui. Donc, pour un an, en tant que stagiaire. Comment est-ce que ça se passe cette année ? Et puis la suite, tout se passe pas complètement comme prévu. Donc, on m'avait dit, tu peux venir aux États-Unis pour le stage d'été. Donc, c'était au mois de juillet. Et après, tu reviens en France pour faire tes papiers pour l'année. Et j'avais dit, ok, super. Donc, moi, j'arrive, je suis à Toronto. J'ai eu mon bac la veille. Je viens à l'aéroport avec mes parents, ils me déposent et là le mec me dit qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis ? J'ai pas bien préparé mon truc et je lui dis je viens d'être embauché. Je viens d'être embauché, je vais être interne à Houston, voilà, je vais vivre mon rêve et tout et le mec me dit très bien mais interne comment ça ? Je dis là je vais faire mon visa d'étudiant au mois d'août et voilà quoi. Et il me dit il est où votre visa d'étudiant ? Et je lui dis je vais le faire au mois d'août, là c'est que le stage. Et le mec il me dit non mais il faut avoir le visa d'étudiant tout de suite là. Et je lui dis moi je l'ai pas. Et il me dit vous allez pas prendre l'avion cher ami. Et je lui dis non. Et donc je fais demi-tour, mes parents sont là mais qu'est-ce qui s'est passé, l'avion est annulé qu'est-ce qui se passe et donc je lui explique la situation. Heureusement donc les surveillants dont je te parlais qui étaient super proches de nous, l'un d'entre eux m'avait dit si t'as une galère tu m'appelles. Donc je l'appelle et le gars me dit demain on va à l'ambassade quoi. On va à l'ambassade. 2006 c'était pas encore trop le bazar pour avoir les rendez-vous. Ouais, ça allait. En fait, on a eu beaucoup de chance. Je sais qu'en 2007 ça commençait à être compliqué moi quand je suis passée par là, mais c'était pas, t'attendais pas 6 mois pour avoir rendez-vous quoi. Ouais, en fait j'ai eu beaucoup de chance. Je suis arrivé et puis je fais la queue pendant 2 heures. J'arrive et je me souviendrai toute ma vie. Devant moi, il y a une dame et il y a les noms de la dame au guichet. Et la dame, elle est vietnamienne et je suis avec ma maman. Ma maman, elle la regarde en gros. Il laissait encore rentrer les accompagnants dans les ambassades. Ma maman était là. Et puis, ils se parlaient en anglais, mais je sais pas, ils ont dû se reconnaître, un truc comme ça. Et je te jure, la dame en face, elle avait pitié de nous et puis elle met un truc en rouge sur mon papier, en gros prioritaire, quoi. Trop bien. Ce jour-là, j'ai mon visa d'étudiant. Je te jure. Le jour même. Le jour même, il me le donne. Donc un F1 ou un J1. Ouais, je crois que c'était ça. C'est F1. Ouais, c'est ça. C'était un F1 et donc visa d'étudiant. Il me le file le jour même. J'ai vraiment une chance de malade. Quoi. Et grâce à ma maman, je me souviens, mais même acheté une grosse valise ce jour-là et tout. Donc le lendemain, je pars aux États-Unis. Là, finalement, j'arrive. Donc j'arrive en retard. Tout le monde se dit putain, c'est qui le Français qui est à la bourre et tout. Et là, stage d'été, les Français de toute manière. Voilà, quoi, normal. En fait, j'arrive là-bas et ça se passe super bien. Je fais un super stage d'été, super motivé parce que bon, je me dis là, c'est mon rêve. Il va falloir, pareil en fait comme au Canada. Là, t'es avec les meilleurs du monde, donc tu sais que moi j'ai un bon niveau, mais bon, quand t'es avec les meilleurs du monde, un bon niveau, qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose, quoi. Il faut vraiment prouver tous les jours. En même temps, si t'as été pris, c'est pas pour c'est pas pour te faire plaisir. Ouais, voilà. Tu dois pas être mauvais non plus. mais c'était quand même. Enfin, il y a vraiment des cadors, quoi, des pointures où des fois tu regardais les mecs, tu dis ah ouais, putain, on a le même âge. Moi, je bosse comme un malade depuis que je suis en CE1 et tu vois des mecs qui ont 2-3 fois ton niveau. Tu te dis mais comment ils ont fait en fait et voilà, t'as des potentiels hors normes et c'est ça qui est génial, quoi. C'est que t'arrives dans des endroits comme ça où tu te dis ah ouais, là c'est vraiment la grande classe, quoi. C'est la Coupe du Monde avec les meilleurs, quoi. Et donc, je fais le stage d'été, je reviens en France pendant 1 mois. Et là, je reviens au mois de septembre. Voilà, on commence la saison. Et là, super dur. Franchement, là, c'est vraiment un autre niveau. Parce que là, en fait, t'es au lycée, t'es avec tes potes, c'est tes colocs et tout. Maintenant, t'es tout seul et c'est chacun pour soi, quoi. Donc, voilà, tu sais, il y a un esprit de compétition. Mais quand t'es avec tes copains, ça va, c'est la bonne franquette. Et là, t'arrives aux États-Unis, j'avais pas de copains. Franchement, j'avais pas de copains. Il y avait un autre Français qui était avec moi, donc on se serrait les coudes parce que on était 2 Français à l'autre bout du monde, tu vois. Il y avait un autre Français dans la compagnie. Ouais, en fait, lui, il était dans l'école. En fait, il
était, moi j'étais interne, lui il était le niveau en dessous, mais bon, c'était un mec super sympa, un très bon danseur aussi. Donc, c'était mon seul copain, quoi. Les autres, les Américains, c'était en mode, il essaie de nous prendre notre place, lui. Ouais. Mais donc, ici, compétition, on est chez nous, ça, on va, dans leur mentalité, ils disent Welcome to America, but this is my spot. Genre, c'est ma place à moi, voilà quoi. Et donc très très compétitif. Franchement, là, là, c'était super dur. Ils t'ont fait des crasses ou Non, pas de plus crasses, au niveau ambiance. Mais je te donne un exemple. Par exemple, quand tu as le casting, par exemple, je me souviens, il y avait un truc, on faisait la Belle au Bois dormant. Il y avait un rôle, c'était l'Oiseau bleu, et donc ils appellent 4 mecs. Donc toi, tu dis super, j'ai été appelé, ton nom il est sur la liste. Tu dis ouais, génial. Et t'arrives et t'as 6 mecs qui se pointent. Et tu dis pourquoi ils sont là les autres. Et après, je demandais aux autres, mais vous avez été appelé sur la liste. Il m'a dit on vient au cas où si tu te plantes quoi. Et comment ça si je me plante. Et tu sais, les mecs ils te mettent une pression, t'as 18 ans, et moi j'avais pas l'habitude de ça quoi. En France, tu bosses dur quoi, mais c'était moins comme ça. Au Canada, pas du tout, on bossait dur, mais c'était pas comme ça. Aux États-Unis, le mec il te regarde dans les yeux, il te dit ouais, si tu te plantes quoi. Et il veut vraiment que tu te plantes, et toi t'es là. Et tout d'un coup, forcément tu te mets la pression et tout. Et je me plante. Ah, tu vois, comme un con. Je fais du mieux que je peux, mais après, tu as une pression dont tu n'as pas l'habitude. Et franchement, c'était dur. Là j'ai compris, là, c'était vraiment le haut niveau. Ouais. J'avais jamais vraiment rencontré le haut niveau professionnel jusqu'à ce moment-là. Forcément, c'était ma première année. Et là, tu arrives et tu es le petit poisson dans le grand bain, quoi. Et là, tu te fais bouffer, quoi, parce qu'il n'y a que des requins autour de toi. Et là, toi, tu es le petit poisson rouge, tu es Nemo autour des requins, quoi. Et donc, ouais, super dur. Mais c'est l'école de la vie, quoi. Tout d'un coup, tu dis, il va falloir que je me construise une armure, que je sois beaucoup plus fort mentalement. On t'accompagne côté mental, côté psy Pas du tout. À l'époque, c'est 2006, c'est marche ou crève. Et là, franchement, au bout de 2 mois, j'écrivais toujours, mon journal intime et tout ça. J'avais une prof de français qui m'avait dit, tu vas vivre des expériences inouïes, formidables, mais si tu les écris pas, un jour tu vas oublier, un jour tu auras 60 ans et tu oublieras tout ça, donc il faut écrire. Et je te jure, je te parlais de mini-dépression au Canada et tout, mais après tu as tes potes, donc ça va. Là, j'ai compris ce que c'était la vraie dépression, quoi. Quand tu te lèves le matin et tu n'as même pas envie de sortir du lit, tu prends ta douche et tu chiales. Et tu te dis, c'est ça le rêve américain. Et tu as 18 ans et tu te dis, merde, putain, j'ai rêvé. Excuse-moi, je devrais pas. Mais et là, tu te dis, mince, j'ai rêvé de tout ça pendant toutes ces années. En fait, j'aime pas. Je kiffe pas du tout. Là, c'est pas du tout le rêve américain. Là, c'est le cauchemar américain. Ouais. C'est compétition de haut niveau, dépression. T'as pas de copine, et puis t'as pas envie de draguer. Enfin, t'as pas la confiance, quoi. Tu vois, t'as pas envie de tomber amoureux ou de. T'as pas la confiance, t'as le moral dans les chaussettes, quoi. Ouais, l'enfer. Et tu mets du temps à te rendre compte que t'es dans cet état-là non, tout de suite, au bout d'un mois, je me rends compte que là, c'est pas le bon endroit, même si c'est la grosse compagnie et tout, c'est pas le bon endroit pour moi. Et après, à Noël, je pars. En fait, les parents de mon meilleur pote cubain, Rodrigo, qui est devenu danseur étoile, qui a même gagné des grands concours et tout. Sa maman me dit, mais viens me voir. Moi, j'habitais aux États-Unis, viens me voir après Noël. Donc je passe 2 semaines chez sa maman et génial, quoi. Sa maman, elle s'occupe de moi comme son propre fils. Elle me redonne la patate. Ça te fait du bien, quoi. T'en as besoin à ce moment-là. Je te jure. Tu sais, des fois dans ta vie, il y a des moments, ça m'est souvent arrivé. Les moments où je commençais à abandonner, à me dire que c'est le désespoir, j'y arriverai jamais. Là, il y a la lumière qui revient. Je te jure, ça a souvent été comme ça. Peut-être pour toi aussi, peut-être pour certains de nos auditeurs. Ils ont vécu ça avant. Souvent, c'est quand on commence à vraiment à tout abandonner, à se dire que tout n'est plus possible, que tout d'un coup, moi, j'ai la foi. Je vais pas à l'église, mais j'ai la foi. Je prie beaucoup dans ces moments-là. Je priais beaucoup. Je me disais, ce serait vraiment bien. Là, s'il y a une puissance supérieure, si l'univers pouvait m'aider, ce serait vraiment le top. Parce que là, c'est en ce moment que j'en ai besoin. Ouais, là, j'en ai vraiment besoin. Et donc, je reviens après ces 2 semaines de vacances. J'ai repris la confiance, quoi. Je reviens super motivé. Là, je fais mon audition pour le Colorado Ballet, et qui est à Denver. Et là, j'arrive et
Je fais un carton. Donc là, tu as pris la décision de pas rester à Houston. Voilà. Là, je sais que je veux on est pas quoi, rester on est en janvier. On est en janvier, donc je venais d'arriver en juillet. Déjà en janvier, je me disais, il faut que je parte parce que là, c'est. Donc tu quittes Houston ou tu restes en attendant de trouver autre chose? Moi, j'avais signé un contrat jusqu'à juin, donc je me suis dit, de toutes les manières, je finis comme ça, j'aurais eu mon expérience aux États-Unis. Ouais. Et bon, voilà quoi. Au moins, j'aurais fait 1 an, c'est déjà pas mal quoi. Et tu te tournes vers le Colorado parce que tu aurais pu te dire bon bah les USA c'est pas pour moi là, je vais rentrer en Europe. C'est ce séjour en fait chez la mère de Rodrigo qui te revigore à fond et tu te dis ok non, je suis juste pas tombé au bon endroit, il y a d'autres trucs à tester aux États-Unis. Ouais c'est exactement ça en fait. Tu vois, je me suis dit la maman de Rodrigo m'a énormément aidé, Myriam, et elle m'a dit mais t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Il faut juste que tu t'accroches, fais des auditions pour d'autres compagnies. Il y a d'autres compagnies américaines qui vont voir que tu as du talent, tu as un bon potentiel. Et je suis sûr que quelqu'un va te donner ta chance. Et elle était danseuse en fait. Elle était danseuse étoile à Cuba. Donc elle connaissait mon niveau. Quoi, et elle connaissait le système. Elle m'avait dit t'inquiète pas, ça va rentrer. Il faut juste que tu t'accroches, gamin, c'est normal. T'es tombé, il faut se relever. Voilà, c'est tout. Et donc je suis revigoré. Mais tu candidates et voilà, je fais l'audition. Et là, à l'audition, je crois que j'ai jamais été aussi motivé de ma vie parce que j'avais l'impression d'être en enfer. Et là, je me suis dit, là, c'est la chance de ma vie, comme au Canada, comme au stage. C'est là, maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Et je donne tout ce que j'ai. Au bout d'1h30, le directeur, il vient me voir. Il me serre la main, il me fait un gros clin d'œil. Et je me suis dit, tiens, lui, il m'a fait un clin d'œil en mode. Soit je suis mignon, soit je suis bon. Ouais, voilà. Et tu vois, et lui, en plus, c'était un super danseur étoile avec à l'époque. À l'époque de Baryshnikov. Lui, c'était le remplaçant de Baryshnikov. Donc une pointure, quoi. C'était vraiment dans les années 80-90, le gars super fort. Et comme moi, on fait la même taille. Donc je me suis, ouais, tu vois, exact. Tu vois, je le regarde et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc. Et il me fait le gros clin d'œil du, je te vois. Je vois ton potentiel. Je pense que tu vas être bien dans notre compagnie. Et il me dit rien, mais je sens que le courant passe direct. Quoi. Il y a une super énergie. Il y a un langage non verbal, quoi. Exactement. Il y avait un langage non verbal qui était présent. Et je me suis dit bon, voilà, ça va se faire. 2 semaines après, on me passe un coup de fil et on me dit bon bah, on peut vous offrir une place dans le corps de ballet. Et le corps de ballet, c'est là où tu commences en tant que danseur, en fait. D'accord. En fait, t'es apprenti avant. T'es apprenti ou interne, ça dépend des compagnies ou stagiaire. Donc toi, ça te faisait quand même progresser de Houston où tu étais interne, où tu étais stagiaire. Ouais, voilà. Donc en fait, je montais en grade et donc direct, je dis oui, on commence quand? Il m'a dit bah là, on est mercredi. Si tu veux, on te prend un billet d'avion. T'arrives dimanche, t'attaques lundi. Et toi, normalement, tu dois finir Houston. Ouais. Et c'est ce que je leur dis. J'ai dit mais moi, j'ai signé un contrat, je dois finir en juin. Ils m'ont dit c'est bon, on a parlé à ton directeur. Donc tout se fait super bien. Trop bien. Je vais voir mon directeur à Houston, je lui dis on m'a dit que vous étiez d'accord que je casse mon contrat, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Il me dit oui absolument, il m'a dit bah bon courage, t'as très bien travaillé, bonne chance à toi, voilà. Donc vous quittez quand même en bon terme. Ouais, tu vois, bonne route, c'est bien, tu t'es bien accroché, hein, c'est pas facile, hein, mais bon, tu t'es accroché, félicitations, t'as réussi en fait. Et c'est là où en fait je me rends compte que ces 6 mois de galère, c'était génial parce qu'en fait ça m'a appris à devenir en fait je suis devenu un homme. À 18 ans, en 6 mois, quand tu vis 6 mois de galère comme ça, mais que tu t'accroches, cette expérience de la vie, tout d'un coup, tu dis c'est bon. Là, maintenant, je peux aller n'importe où dans le monde. Et en fait, on m'a cassé et je me suis reconstruit tout seul. Et donc là, j'arrive super fort mentalement, quoi. Je me dis c'est bon, je pars. Et là, j'arrive et génial, quoi. Tout de suite, je suis bien accueilli. Il y a un mec qui s'appelle Jesse, qui est américain, qui a grandi en France. Il me dit « Ah, ça va et tout, t'es français ?» Et le gars, ça devient mon pote, mon gars sûr. On passe beaucoup de temps ensemble. Il est marié avec une femme formidable. Voilà quoi. Le gars m'accueille comme si j'étais son frère. Enfin, c'était vraiment le top, quoi. Donc, je suis hyper bien accueilli. Le boulot cool. Le directeur qui me fait le gros clin d'œil. J'arrive le premier soir, il me conduit à mon appartement. T'imagines, il me conduit à mon appartement, il vérifie s'il y a de l'eau chaude, si le lit, il y a un matelas, si les lumières elles fonctionnent et tout, comme un papa.
Je te jure. Et lui, il était papa, justement. Il y avait une fille qui avait à peu près mon âge. Donc, en fait, il s'occupe de moi comme si j'étais son fils, quoi. Je te jure. Mais c'est génial. Une crème, le mec. Gil Boggs, un mec super, quoi. Génial. Voilà, quoi. Alors, tu restes combien de temps cette première fois au Colorado? Parce que ça se fait en plusieurs fois, le Colorado. Donc, moi, j'arrive en tant que... Enfin, dans la compagnie, quoi. Mais j'ai toujours mon visa d'étudiant. Donc je fais 2 mois avec eux. La saison se termine. Donc, je reviens en France. Et une saison, c'est de quand à quand, généralement? En général, ça commence début août et ça finit début mai, quoi. C'est 8-9 mois, quoi. Un peu comme les saisons de sport, quoi. Et en fait, donc je finis. Et puis, ils me disent, bon, bah, on va faire vos papiers pour que vous ayez un visa de training H3. Et donc... je reviens en France et tout en me disant ouais, j'ai fait ma première saison aux États-Unis, c'était super dur mais je me suis accroché, j'ai un nouveau boulot, grave la confiance et tout, j'ai survécu en fait, c'était un peu ça, quoi. C'était vraiment grateful, quoi, être reconnaissant d'avoir pu me reconstruire, quoi. Et donc je reviens en France et au bout de 3 mois je dois revenir. Et là on me dit ouais, en fait il y a eu une grosse galère avec tes papiers, donc il faut les refaire. Il faut les refaire. Ah ouais, putain. Et là, en fait, je reste bloqué en France pendant 7 ou 8 mois. Ouais. Alors qu'à la base, c'était 3 mois. Et donc, du coup, tu loupes une saison? Et je loupe une partie de la saison. Donc, je continue à m'entraîner. Donc, Rosella Hightower, qui était mon école de danse, ils ont un programme de stagiaires, en fait. Ils n'ont pas une grosse compagnie, mais ils ont une compagnie junior, ce qu'on appelle un jeune ballet. Et donc, j'intègre leur jeune ballet. Et entre-temps, il fallait bien que je gagne des sous, donc je me retrouve plongeur au Carlton à Cannes. C'était galère, quoi. Je me retrouve à bosser avec des mecs qui écrivent même pas en français, ou des mecs super sympas, mais bon, c'est galère, quoi, quand tu sors des théâtres aux États-Unis et tout ça, tu signes des autographes et tout, même si c'est dur. T'as quand même une vie d'artiste, tu vois. Quand t'es artiste, tu sors des théâtres, les gens te font plein de compliments. Et là, tu repasses en coulisses, mais pas les mêmes. Et là, c'est pas les mêmes coulisses. Là, t'es au moins 4 du Carlton, à faire la plonge jusqu'à 2h du mat. Après, je fais jardinier aussi. Enfin, voilà, quoi. Il fallait bien gagner des sous parce que, bon, le métier d'artiste, c'est magnifique, hein, mais bon, au tout début, tu gagnes pas beaucoup. Il y a une réalité financière qui est pas évidente. Donc, je fais les petits boulots comme ça. Je m'accroche pendant 2-3 mois. Ensuite, je fais une audition pour le Ballet de Lorraine à Nancy. Et ça se passe super bien. On m'offre un contrat d'apprenti pendant 1 an. Donc, je signe un contrat d'1 an pour la saison 2000. Donc, tu te dis, je prends ça parce que le Colorado, ça prend trop de temps ou... Ouais, en fait. T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Ouais, en fait, c'est ça. En fait, je suis dans l'état d'esprit où j'y crois plus. Je me dis, quand tu passes 3 mois, au moins 4, à laver les gamelles et tout ça... tout d'un coup, tu crois perds, que ce que tu vois, quoi. Ouais, mais c'est clair. Tu vois, le visa, c'est mort, quoi. Donc, autant, je fais avec ce que j'ai, en gros. Je m'adapte avec ce que j'ai. J'essaye d'être pragmatique, comme on m'a appris aux États-Unis et au Canada. Donc, je fais l'audition à Nancy. Et puis, on me prend direct parce que là, tout d'un coup, je me rends compte que j'ai 19 ans, mais je sors d'une des 10 meilleures écoles du monde. J'ai fait une belle saison aux États-Unis malgré la difficulté. En fait, à 19 ans, j'ai un joli CV comparé aux autres mecs qui étaient toujours en France. Et donc, on me dit, venez chez nous et tout, super. Et ça se passe super bien à Nancy. Je suis très, très bien accueilli. Les gens, ils sont vraiment adorables. Un peu comme au Canada. Super gentils, les gens. J'apprends beaucoup parce que c'est une compagnie contemporaine, en fait. Et moi, je suis plus un danseur classique. Donc, j'apprends de nouvelles choses, une nouvelle manière de bouger. On fait plein d'ateliers chorégraphiques et tout ça. C'était top, quoi. Et là, par contre, on parlait de mentalité française. Là, j'ai découvert la mentalité française artiste où tout le monde se serre les coudes, tout le monde est copain. Mais vraiment, moi, je mangeais le dimanche, on allait manger des crêpes avec le directeur artistique, tous les danseurs. Voilà, quoi. C'était une belle ambiance. Hein. Franchement, le ballet de Lorraine. Voilà, s'il y en a qui sont danseurs, allez faire un tour là-bas, c'est super. Super mentalité. Et ensuite. Au bout de 2 mois, Denver me rappelle « C'est bon, Kevin, on a tes papiers, tu peux revenir. » Et là, moi, je m'étais installé à Nancy. Tu as un engagement un peu moral vis-à-vis de la compagnie que tu as rejoint. J'imagine que c'est dur de leur dire. Et
ça a été un no-brainer. Enfin, genre, tu t'es quand même posé la question, est-ce que j'envoie bouler Denver ou est-ce que j'envoie bouler Nancy? Bah oui, bien sûr que je me suis absolument, je me suis posé la question mais en fait j'en avais tellement bavé à Houston et ensuite l'été quand je travaillais dans les hôtels. T'avais pas envie que les US s'arrêtent sur ça, quoi. Ah bah ouais, je m'étais dit bah non, là ce serait tellement triste, même si Nancy c'était top, hein. Mais je veux dire voilà, encore une comparaison, quoi. Tu vas jouer en Ligue 1 en France où on te dit voilà, est-ce que vous voulez faire la Champions League avec le Real Madrid? Bah forcément je me suis dit ouais, bah je vais moi je veux faire la Champions League, je veux jouer la Coupe du Monde un jour. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Je vais voir mon directeur, je suis hyper honnête avec lui, il s'appelait Didier Deschamps. Non, ouais. Et ouais, en plus, comme le sélectionneur, c'est assez rigolo. Et je vais voir Didier, et je lui dis, je suis vraiment désolé. Je sais que je me suis engagé, mais là, j'ai vraiment la chance d'une vie et ce serait vraiment dommage de la laisser passer. Je sais tu l'attendais plus. Et... que voilà, vous m'avez donné ma chance et je suis vraiment très reconnaissant, mais là, je peux pas, c'est dur pour moi de laisser passer cette chance-là. Et il m'avait donné un contrat d'apprenti, donc c'était tu vois, je te donne un ordre d'idée. À l'époque, ces danseurs, je sais pas, ils devaient gagner 2000 € par mois, on va dire. Quand tu es apprenti, tu gagnais 800 €. Donc, j'étais pas non plus, tu vois, le gars qu'il allait peut-être prendre pour une carrière de 20 ans dans sa compagnie. Donc, je lui dis, voilà, moi, aux États-Unis, là, j'ai un contrat full-time où je vais être corps de ballet. Je vais bien gagner ma vie là-bas. Peut-être qu'un jour, je serai danseur étoile ou soliste. Donc, je lui explique le truc et le mec est super. Il me dit non, mais je comprends tout à fait. Bonne chance à vous. Vraiment la grande classe. Hein. Grande classe, senior. Et donc voilà, quoi, je fais mes valises et puis je pars. Et là, deuxième galère. Donc, on est en quelle année à ce moment-là? Donc là, on est en octobre, fin octobre 2007. Ok. Donc voilà, un an avant. Première galère à Toronto, j'avais pas fait mon visa d'étudiant comme il fallait en juin 2006 et là un an et demi après même galère. Enfin moi j'étais pas très au niveau administratif, voilà, j'étais pas très aguerri. Donc j'ai la chance, pareil, deuxième coup de bol. Moi j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie aussi. Je travaille dur, mais ma bonne étoile, elle a toujours été derrière moi et c'est pour ça que j'ai la foi aussi. Et donc, j'ai une amie qui me dit je connais quelqu'un à l'ambassade qui peut t'avoir un rendez-vous. Normalement, un rendez-vous, c'est 3 semaines. Et pourquoi je croyais qu'ils avaient déjà tous tes papiers? Ils avaient mes papiers, mais après, il faut quand même. Il faut le mettre via dans ton passeport, quoi. Voilà, en fait, il faut mettre le stamp, le timbre du passeport. Et en fait, il faut prendre un rendez-vous. Donc là, on est fin octobre. Et donc, mon ami me dit je connais quelqu'un à l'ambassade qui peut t'avoir un rendez-vous dans 3 jours. Je lui dis bah génial. Alors qu'à la base, il fallait attendre au moins 3 semaines. En 3 jours, j'ai un rendez-vous. J'arrive là-bas et là, on me dit c'est bon, vous avez tous les papiers nécessaires. Mon amie, elle avait oublié de me dire qu'il y avait tout un tas de papiers administratifs à avoir. C'est pas à ton ami de voir, c'est écrit partout sur les sites internet quand tu vas pour un visa. Ouais, mais à l'époque, Non, mais le mec qui refout tout sur sa copine. Enfin, je sais pas, moi j'avais galéré, mais à l'époque, en 2006-2007, moi j'avais pas de laptop. J'avais, quand j'allais vérifier mes adresses e-mail, j'allais au. Tu sais, tu avais les cafés internet à l'époque. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'est 2006-2007. Hein. Premier iPhone. Moi, j'avais pas de téléphone. Enfin, j'avais un téléphone, mais il n'y avait pas internet dessus. Ça n'existait même pas, c'était 2007 les premiers iPhones. Bah ouais. Enfin, même sur mon téléphone, je suis même pas sûr que je pouvais prendre une photo avec. Ouais, c'était galère. Hein. Tu sais, les gens ne se rendent pas compte maintenant, mais en fait, ouais. Et donc. Puis en plus, à l'époque, moi, je me souviens, j'ai fait mon premier visa pour les US en 2007. Ouais. Si tu avais une question. Pour appeler l'ambassade, en fait, quand ils décrochaient, ils te demandaient d'abord ton numéro de carte bleue. C'était 15 € l'appel. Il fallait donner ton numéro de carte au téléphone et ensuite, ils te transféraient à quelqu'un. Donc, c'était un peu dur. T'essayais de faire sans question, quoi. Ah ouais. Non, mais c'était super dur. Et moi, à l'époque, je me souviens, j'allais au café internet, là. Tu sais, il y en avait à chaque coin de rue, tu sais. Ouais, je me souviens. Et j'allais vérifier mes emails là-bas, tu sais, 2 fois par semaine, voilà, quoi. Et donc, du coup, tu as ce rendez-vous, mais tu n'as pas les papiers. Voilà, et le mec me dit bon, bah, il va falloir sortir. Et là, heureusement, je me souviens, je suis arrivé à l'ambassade et le mec, le monsieur qui faisait la sécurité, je sais pas, je t'appelais à discuter avec lui, j'étais super content. Et il me revoit sortir une demi-heure après en pleurs. Et donc, ce monsieur de la sécurité, il m'a dit qu'est-ce qu'il y a, gamin, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Donc, je lui explique en 2 mots la situation. Il m'a dit non, mais moi, j'ai ton téléphone. Et donc, prends ce numéro-là, toutes les informations que tu as besoin. Si tu arrives à le faire en 2 heures,
moi, je te laisse rentrer. Et je lui dis, ah ouais, bon, bah, ok, super. Je te jure, sachant que t'as pas d'ordi, t'as pas de et j'ai pas d'ordi, j'ai rien, quoi. Tu vois, je dois avoir 100 balles, 100 euros dans ma poche, quoi. Et je sors de l'ambassade et tout, tac, je vais dans un café internet pour imprimer tout, faire le truc et tout. Je galère, mais j'y arrive. Après, il faut aller à la poste parce que tu sais, tu as besoin d'un chronopost pour avoir un mandat. Enfin, ça a changé, ça, mais ouais. Mais à l'époque, c'était comme ça. Il fallait montrer que tu avais payé, je sais plus combien, pour pouvoir avoir accès au trottoir de l'ambassade. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Enfin, tu vois, c'est quand même c'est tout un processus, quoi. Et donc, je fais ça en moins de 2 heures ou en 2 heures et je cours partout dans les rues de Paris et tout. J'avais mon costume, j'étais transpirant, dégueulasse. Et tu vois, je cours de partout. Et je reviens, et le même monsieur et tout, il me dit c'est bon, j'avais tous les papiers. Je reviens là, boum, bingo. Tout se fait nickel, mais galère, hein, parce que t'as 19 ans, tout d'un coup, tu te dis je viens de faire une saison de galère aux États-Unis. J'étais dans les hôtels, dans les jardins, à faire des métiers qui sont pas faciles. D'ailleurs, beaucoup de respect à tous les gens qui font ce genre de boulot, quoi. Parce que, et en plus, à cette époque-là, dès que je fais des métiers comme ça, les gens ils me disent oh, mais tu sais, Kevin, il n'y a pas de sous-métier. Hein. Et moi, je l'arrête, je dis mais si j'étais agent immobilier, tu me dirais pas ça. Et c'était dur, hein, franchement. Donc, beaucoup de force à tous ces gens-là, franchement, parce que je l'ai fait pas facile, quoi. Donc, toutes ces galères-là, tu vois. Et là, je me dis finalement, j'ai mon visa. Et là, je reviens aux États-Unis. Si t'as ton visa, c'est que ça va aller. Et ouais, exactement. Et donc là, je reviens, et là, super. J'arrive, je reviens le 3 novembre et je travaille super dur. Et là, on me donne ma chance. C'est le Casse-Noisette. Casse-Noisette, qui est, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un opéra. C'est un ballet. C'est un ballet, ouais. Je mets les mots. Hyper traditionnel, finalement, à la période de Noël qu'on a en Amérique du Nord. Ouais. Toutes les compagnies de toutes les villes ont le ballet que tu peux aller voir, en gros, généralement de mi-novembre à fin décembre, un truc comme ça. Exactement. Ouais. Et c'est voilà. Si vous avez l'occasion d'aller voir, donc c'est Nutcracker en anglais. Ouais. D'ailleurs, je te donnerai des billets. Parce que là, il y a des billets bientôt, je t'invite. Et vraiment. Et en fait, le Casse-Noisette commence, et voilà, comme tu disais, c'est le ballet le plus populaire des États-Unis. Tout le monde. Je pense que tout le monde a vu Casse-Noisette une fois dans sa vie aux États-Unis. Enfin, c'est tout le monde. En Amérique du Nord, c'est hyper populaire. Tout le monde va le voir. Et donc, comme on fait beaucoup de spectacles, t'as beaucoup de rôles. Et donc là, on me file plein de rôles. Donc j'ai l'occasion d'être sur scène 30 fois. C'était épuisant, les changements, les machins. C'était épuisant, mais j'étais tellement heureux de me dire ça y est, là, je suis de retour. Je suis dans une grande compagnie. On danse avec un orchestre. Les théâtres, ils sont pleins. T'as 2000, 2500 personnes. Il est beau le théâtre, je suis jamais allée. Magnifique. Tu verras quand tu vas venir. Ça va être génial. C'est magnifique. Il y a une super ambiance. Les gens, ils mettent des beaux costumes. Les gamins, ils mettent des costumes de Noël et tout. Génial. C'est vraiment féerique. J'adore ce ballet. Franchement, c'est super. C'est magique, en fait. Et donc, je finis ma saison, quoi. Enfin, je fais mon Casse-Noisette. Et puis après, pour la première fois, je crois que je vais à New York. Là, tout d'un coup, je me dis c'est bon, j'ai des sous. J'ai mon visa et tout. Tu n'y es jamais allé encore? Et non, j'étais pas encore allé. Et là, tout d'un coup, j'arrive à New York et tout. Et le rêve, quoi. Franchement, j'arrive sur. C'est à la hauteur de tes attentes? Carrément. Je me souviens, le premier truc que je voulais voir, c'était 42nd Street. Times Square. Times Square, voilà. J'arrive sur Times Square et c'est vraiment, t'as 19 ans, t'es avec ton petit sac, t'es tout seul. Et toutes ces lumières, il fait nuit, il fait jour, il fait en fait, c'était en pleine journée. Il fait jamais vraiment nuit là-bas. En fait, c'était en pleine journée. En fait, j'étais allé chez une copine française à moi, chez son oncle ou quelque chose comme ça. Elle habitait dans le New Jersey, donc on avait pris le train et là, j'arrive. Je me dis, et là, t'as 19 ans, mais t'as l'impression d'avoir 9 ans, quoi. Tu te dis, moi, je me souviens quand j'étais petit, j'étais avec ma maman, on était au McDo, et au McDo, il y avait ce truc de Monopoly, et si tu gagnais, t'avais 2 billets pour aller à New York, et je me souviens, j'avais dit à ma maman, ça a l'air vachement bien, New York. Et ma maman, elle me dit, non, elle m'a dit, mais non, Kevin, c'est New York. Et je lui dis, ça a l'air vachement bien là-bas. Elle m'a dit, mais non, on n'ira jamais. Hein. Oh. Et je lui dis, pourquoi? Elle m'a dit, mais c'est super loin et ça coûte super cher. Et je lui ai dit, mais ça se trouve, on va peut-être gagner au jeu du Monopoly. Et elle m'avait dit, mais. Ça, en étant sur Times Square. Ouais, je te jure, j'avais les larmes aux yeux. J'avais vraiment les larmes aux yeux quand j'ai repensé à ma maman qui m'a dit, mais non, on n'ira jamais.
Et tout d'un coup, je te jure, j'étais vraiment ému aux larmes, quoi. Je me suis dit, bah ouais, maman, en fait, j'ai réussi quand même, quoi. Grâce à mon éducation, enfin l'éducation qu'ils m'ont offert, et puis les sacrifices aussi, hein, parce que tu vois, j'étais boursier au Canada, mais bon, t'as plein de faux frais, quoi. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour moi, mes parents, et je leur dis merci aujourd'hui parce que, enfin, c'était top. Et là, je me retrouve là à New York, je vais voir mon premier Broadway, et génial, quoi. Et en plus, c'était les billets, tu sais, à la sauvette. Je sais pas si t'as déjà fait. En fait, devant les théâtres à New York, t'as toujours des mecs qui sont là, $20, vous pouvez aller voir le Roi Lion et tout ça. Et je dis, génial, $20 et tout. Et c'est vrai, en plus, c'est des vrais billets. Je paye 20 balles et là je vais voir le Roi Lion, c'est génial, ça rigole. Et puis, j'ai jamais vu un show Broadway, j'adorerais. C'est génial, hein. Il y en a à Denver aussi, hein. Et c'est vraiment top. Et en fait c'est top parce qu'en plus le public américain il est très expressif, quoi. Les gens ils rigolent super fort, tu sais, comme dans les sitcoms, dans Friends et tout. Les rires enregistrés. C'est ça, mais c'est vraiment ça, les mecs ils sont hilars, ils se pissent de rire, quoi. Et c'était vraiment grosse ambiance. Et New York, c'est vraiment différent du reste des États-Unis. C'est vraiment une entité à part. Et là, génial, à chaque coin de rue, je sais pas, tu commences à parler aux gens, t'as 19 ans, voilà, quoi. Et tout le monde dit, vous êtes français? Il y a plein de Français ici. Et je commence à rencontrer plein de gens. Je vais prendre des cours de danse dans des... Mais t'es allé combien de temps, d'ailleurs? Pas super longtemps. Hein. Je suis allé peut-être une semaine, 10 jours, quoi. Enfin, pour aller prendre des cours? Je suis allé prendre des cours de danse aussi. Parce qu'il y a pareil, là c'est ça qui est génial. J'imagine que l'offre, elle doit être dingue. Alors là, tu arrives à New York et tu te retrouves avec des gens. En fait, tu arrives dans un studio de danse qui s'appelle Steps, qui est sur la 72e. Et à Steps, tu arrives et tu peux prendre des cours avec des gens qui sont des grands maîtres de ballet. Trop bien. Et là, dans ce cours-là, tu peux avoir des mamies qui ont 60 ans, qui vont prendre leur petit cours de danse. Et dans le même cours de danse, tu as le grand danseur étoile de ABT, l'American Ballet Theatre, du New York City Ballet. Tu as des mecs qui ont genre le niveau de Baryshnikov, mais qui sont là dans le studio, quoi. Donc moi, je me retrouve avec les meilleurs... les meilleurs danseurs de ce monde, quoi. Tu te retrouves avec... en fait, c'est comme au foot, tu vas avec... prendre un cours de foot et dedans il y a Zidane. C'est ça. Tu vois, c'est génial. Zidane il est là, il fait des passes avec toi et toi t'es là. Génial. Et en fait, en gros, c'est ça New York, quoi. C'était vraiment exceptionnel. Je reviens à Denver super motivé. Là après j'ai plusieurs promotions. Donc au début t'es dans le corps de ballet. Après tu commences à avoir des rôles plus importants, et là une belle opportunité s'offre à moi. Je suis sélectionné pour aller pour faire les Jeux Olympiques de la danse, ça se passe tous les 4 ans aussi, et c'est à Jackson dans le Mississippi, mais c'est un gros concours, et là pareil, que des pointures et tout, c'est génial. Et là je représente la France, et là je porte le drapeau à la cérémonie d'ouverture, et mon pote cubain, lui, il est sélectionné aussi. C'est long, vous faites ça ensemble, vous vous retrouvez? Ouais, il porte le drapeau de Cuba, et là, il y avait même la flamme, comme aux Jeux Olympiques, quoi. Et là, t'es vachement ému et tout. Ils annoncent son nom, Kevin Thomas, France. T'es là, exceptionnel. Enfin, t'es vraiment ému aussi. Et grosse expérience. Et là, à un niveau pareil, vraiment. Là, t'as vraiment les meilleurs du monde. Ils ont ton âge. Et là, le pire, c'est que moi, j'arrive là-bas, j'ai 22 ans. Et là, t'as des mecs qui ont 16 ans, ils sont déjà 2 fois meilleurs que toi. Et ces mecs-là, il y aura toujours quelqu'un. C'est sûr, mais ça fait bizarre quand même. Tu dis bon, ça va, je suis pas trop mal et tout, je me débrouille. Et là, les mecs, c'est des pointures, quoi, mais vraiment impressionnant. Et ces mecs-là, maintenant, j'en ai 35, eux, ils ont à peu près 30 ans. Eux, maintenant, c'est vraiment les meilleurs du monde, quoi. Sur Instagram, ils ont genre 100 000 followers et tout. Ils font des galas à travers le monde. Il y en a certains, je suis toujours ami avec eux. Enfin, vraiment, c'était le top. Donc là, j'ai cette opportunité-là. Et après, encore une galère. Le visa. La blessure. Donc, comme beaucoup de sportifs de haut niveau, tu pousses ton corps à tu pousses ton corps dans des retranchements, en fait. À ses limites, à ses limites. Et puis, je me pète la cheville sur scène dans le Casse-Noisette. Je faisais un rôle où en fait tu fais des sauts à l'écart, comme ça tu fais des grands écarts 4-5 fois, et je fais un grand écart, 2 grands écarts, 3 grands écarts, je me pète la cheville et je sais pas ce qui se passe. J'avais l'impression qu'il y avait
un décor, tu sais, qui me tombe sur la cheville. Je savais pas du tout ce qui se passait et tout. Mais je continue de danser et je me dis, donc t'as forcé. Ma cheville, elle répond même plus. Et je sors de scène, mon directeur, direct, il était dans le public, mais il court en coulisses et il me dit, je crois que tu t'es cassé la cheville. Donc voilà, donc je me casse la cheville, grosse galère, opération. Et après, beaucoup de rééducation. Rééducation que je fais en France. Et là, je reviens voir ma prof de quand j'étais petit, Annie, qui a sa petite école, son école à Grasse. Et là, je fais ma rééducation là-bas. Je prends des cours de danse. Pourquoi tu décides d'aller le faire en France ? Parce qu'en fait, je voulais être proche de ma famille parce que j'avais pas eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec ma famille. Et là, je passe 3 mois là-bas et c'est super. Et pendant ces 3 mois, là, je refais les métiers dans l'industrie du service. Donc là, je deviens serveur sur la plage du Carlton. D'accord. Comme je parlais anglais et tout ça. Donc là, je sers le champagne à beaucoup de clients américains sur la plage du Carlton pendant le festival du film. Super d'ailleurs, j'ai servi des mecs comme Jamie Foxx, DiCaprio, Kanye West, il avait fait un concert privé aussi au Festival de Cannes 2011 et c'était génial quoi, franchement c'était une belle expérience. Donc pendant que je faisais ma rééducation, il fallait que je gagne ma vie aussi quoi. Donc voilà, je suis revenu dans l'industrie du service. Donc beaucoup de force à tous ces gens-là aussi qui travaillent dans les restaurants parce que c'est super dur. La danse c'est dur, mais la restauration il faut s'accrocher aussi. Donc voilà quoi, je fais ça pendant 3 mois et ensuite je reviens aux États-Unis et 11 mois après mon opération, j'ai mon premier rôle de danseur étoile et je danse le rôle de Peter Pan. Génial. Et ça se passe super bien parce que en fait c'est un rôle qui est super dur parce que d'habitude tous les rôles de danse que tu fais, tu es sur le sol. Donc tu portes ta partenaire, mais tu as les pieds sur le sol. Là, Peter Pan, il s'envole. Donc tu passes 2 heures où tu es dans des harnais qui te serrent au possible. Et tu dois danser, tu dois avoir l'air très élégant, à l'aise et tout ça. Et donc c'est super dur, quoi, parce que tu es dans les airs pendant 2 heures et puis... tu danses, tu fais des acrobaties et tu dois te battre aussi. Tu as un poignard dans la main droite et une épée dans la main gauche. Tu te bats contre le capitaine Crochet. C'est génial, quoi. Grosse expérience et c'était vraiment exceptionnel. Donc je danse mon premier grand rôle de danseur étoile. Très bien. Et comme ça se passe bien, après j'enchaîne les rôles comme ça et là quelques mois après on me donne l'opportunité d'être le prince dans le Casse-Noisette. Donc là, c'est la grosse production de chaque année. Et donc, je deviens le prince du Casse-Noisette. Et tu verras quand tu viendras, il y a un moment, il y a la neige qui tombe. Et là, sur scène, quoi, la neige tombe et t'es le prince. Et en fait, t'es une poupée et puis tu deviens le prince comme dans l'histoire. Et c'est un pas de deux, un duo avec une super partenaire et c'est magique, c'est féerique. Et donc voilà, je commence à danser... beaucoup de grands rôles comme ça et je m'éclate sur scène et en fait j'ai ma promotion, je passe soliste et après je deviens aussi chorégraphe en même temps parce que donc en fait là t'atteins tous les rêves que t'avais depuis le CE1. Voilà, tout se met en place en fait. Toutes ces premières années aux États-Unis qui étaient un petit peu galère, là tout d'un coup ça commence à se mettre en place. À cette même époque, je rencontre, à l'époque c'était ma copine, maintenant c'est la femme et la mère de mon fils. Et je la rencontre et là tout d'un coup tu sais quand pendant des années t'es un peu tout seul contre les événements quoi. Contre tout seul contre le reste du monde des fois même. C'était difficile et là tout d'un coup tu rencontres quelqu'un de formidable et puis je pense que t'as cette chance aussi quoi et c'est super quoi, t'es avec quelqu'un et puis tu construis quelque chose et puis t'as beaucoup plus de... Tout d'un coup t'es moins seul quoi. T'es beaucoup plus inspiré et puis tu le fais pas juste pour ton nombril quoi. Tout d'un coup ça donne plus de sens encore à ce que tu fais, tu veux dire? Absolument, ça donne beaucoup plus de sens. Là tu te bats pour quelque chose, pas juste pour ta gamelle quoi, mais tout d'un coup tu veux comment dire, moi je voulais offrir une vie super à ma femme aussi, construire une famille un jour et puis être confortable financièrement, pouvoir voyager en Europe, à travers le monde,
aller voir des spectacles. Enfin, pour moi, c'est ça, quoi. Une vie agréable, c'est ça, quoi. Moi, j'ai pas besoin d'un jet privé ou de comme ça. Ouais. Mais, ton rêve américain, c'était ça aussi. Ouais, c'est ça, en fait, d'être propriétaire de ma maison, de pouvoir voyager dans des pays qui me font rêver. Voilà, voir des spectacles, rencontrer des grandes personnalités de ce monde, enfin du monde de la danse, quoi, du monde dans lequel j'évolue. Et c'est vrai que ça se passe comme ça, quoi. C'est vraiment super. Et j'ai même créé ma propre compagnie, le Thomas Dance Project. Donc c'est une compagnie non-profit, quoi, à but non lucratif. Et on va dans plein de festivals chaque été, en fait, où je crée mes propres chorégraphies, en fait. Et la première fois que je l'ai fait, c'était à la suite des événements. Donc, comme je t'ai dit, j'ai grandi à Cannes, sur la Côte d'Azur, et moi, mon frère, il vit toujours à Nice. Et en fait, à l'époque, il y a eu... En 2016, en juillet. Ouais, en juillet 2016, il y a eu, comme tout le monde le sait, il y a eu une attaque... sur la promenade des Anglais. Sur la promenade des Anglais, qui était terrible. Et en fait, mon frère était là, quoi. Il bossait, ce jour-là, il bossait sur la promenade des Anglais, et il s'est planqué sous une scène parce qu'il travaillait, comme il est ingénieur son et lumière. Il bossait ce soir-là, il s'est planqué sous une scène, et là, toutes les scènes de chaos qu'on peut s'imaginer. Et moi, j'ai ressenti ça. J'étais à l'autre bout des États-Unis, j'ai ressenti ça. Tu me disais, tu savais pas ce qui se passait, mais tu as senti quelque chose. C'est dingue à quel point on peut être connecté par sa chair à sa famille. Ouais. Ici, il devait être 2-3 heures de l'après-midi avec le décalage horaire et tout. Et t'as senti qu'il y avait un truc, quoi. Ah ouais, je faisais les courses, et tout d'un coup, j'ai eu le cœur qui se serrait, j'avais envie de pleurer. Je savais pas j'étais en panique. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis dit, je deviens complètement fou. Ça m'était jamais arrivé auparavant. On a tous des réactions plus ou moins différentes à certaines situations, mais là, c'était la première fois de ma vie où j'avais ce sentiment-là, un peu comme une panic attack, un truc, une crise d'anxiété, et une crise d'angoisse, ouais. Et je me retrouve là, qu'est-ce qui m'arrive? Je sors du truc, je rentre à la maison. Et là, tout d'un coup, je vais sur Facebook et je vois marqué sain et sauf. Et c'est que des copains du lycée, enfin de l'école primaire. Tu vois qu'il se passe quelque chose. Je vois qu'il se passe quelque chose. Et donc, je mets les infos sur Internet et tout ça. Et puis là, certes, c'est des infos, mais c'est aussi très anxiogène quand tu es au cœur en plein dans la crise, quoi. Ah ouais, là, terrible, quoi. Là, j'essaie d'appeler mon frère, il est sur répondeur et tout. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, heureusement, mon frère, ça va, il était sain et sauf et tout. Mais bon, traumatisme pour beaucoup de gens. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, à l'autre bout du monde? Moi, je suis artiste. Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'artiste? Et je me suis dit, je vais monter un ballet. Donc, dans les mois qui ont suivi, j'ai monté un ballet, et avec les bénéfices du ballet, j'ai envoyé ça à la Fondation de France, en fait, qui aide les victimes qui ont survécu ce traumatisme, en fait. Et en fait, je me suis dit, j'ai envie de créer des ballets avec un cri du cœur, un cri social, quoi. On a tous des choses qu'on voit à la télé, où il y a un fil conducteur où on se dit, tiens, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas juste m'asseoir dans mon canapé et me dire, je suis désolé pour ces pauvres gens. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc voilà, quoi. Il y a des politiciens qui font leur travail, il y a des journalistes qui font leur travail très bien, des gens qui sont dans les médias aussi, qui relatent tout ça. Et je me suis dit, en tant qu'artiste, moi, je peux faire quelque chose aussi. Donc voilà, j'ai créé ça. Et l'année d'après, pareil, je me retrouve en France, et je suis en Italie, et je reviens, je passe la frontière en voiture avec mes parents, et là, en passant la frontière, en fait, je croise, il y a des gens qui sont avec leur sac à dos, en fait, et qui traversent la frontière, et je me suis dit, ça devait être en 2017, quelque chose comme ça. Et ça m'a, pareil, j'ai eu le cœur qui s'est serré. Je me suis dit, moi, j'ai eu de la chance d'être né dans une partie du monde où ton passeport te donne droit d'aller un peu partout. Voilà, de partir, d'aller partout. J'ai eu la chance d'avoir une super éducation, parce que je suis né en France. On a un super système d'éducation. Au Canada et aux États-Unis, pareil, quoi. Et je me suis dit, j'ai cette chance-là. Une chance que n'a pas eu ma maman. Ma maman, elle a grandi dans un pays où il y avait la guerre. Donc, et je me suis dit, pareil, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai monté un ballet aussi qui s'appelait Beyond Borders, au-delà des frontières,
J'ai parlé de l'histoire de gens qui traversaient les frontières en fait. Et parce que ça m'a parlé, parce que moi aussi, toi aussi, on a traversé des frontières, mais avec un autre but et avec des circonstances qui étaient beaucoup plus faciles. Bien sûr, je parlais de mes galères à moi, mais qui sont rien comparées à beaucoup de gens qui partent vraiment à sac à dos, qui traversent la mer et tout ça. À l'époque du Vietnam, les gens, les boat people, on les appelait, ils partaient en bateau. Comme bien ça, sûr. Non, mais c'est clair. Ça mettait 3 semaines, un mois. Enfin, c'était tout ça. Donc voilà, en tant qu'artiste et en tant que chorégraphe, j'aime bien essayer de. Ouais, c'est génial d'avoir un impact, contribuer à ton échelle à des causes qui te tiennent à cœur et qui t'interpellent. Oui, absolument. Et je pense que c'est important en tant qu'artiste de pas juste le faire le casse-noisette et raconter des histoires de rêves et tout ça, qui sont très belles, bien sûr, et qui ont leur but. C'est important de vendre du rêve, mais c'est aussi important d'être impliqué dans certaines causes sans être forcément politique. Moi, je suis apolitique. Forcément, je suis la politique comme tout le monde, mais c'est plus avoir un combat social sans forcément avoir un statut, quoi qu'il puisse en être, mais juste se dire que voilà, on regarde tous les infos et à un moment, c'est bien de s'engager à notre niveau à nous en fait. Moi, j'essaie pas de trop en faire, mais juste d'en faire à mon niveau à moi. Il y a toujours cette petite histoire que j'aime bien, c'est l'histoire des petits oiseaux en fait qui vont au ruisseau. Et en fait, ils vont récupérer des petites gouttes d'eau comme ça parce qu'il y a le feu dans la forêt. Il y a le feu dans la forêt, il y a les lions et les éléphants qui crient partout et qui sont en détresse. Et à un moment, le lion va voir les deux petits oiseaux et il leur dit mais ça sert à rien ce que vous faites, à prendre des gouttes d'eau pour les jeter sur le feu. Vous n'allez pas éteindre le feu comme ça. Et les deux petits oiseaux, ils regardent le lion et l'éléphant, ils lui disent ouais, mais nous, on fait notre travail. Et moi, j'ai l'impression que j'aime bien ce petit oiseau. C'est joli comme analogie. Est-ce qu'il y a un truc que tu dirais au Kevin d'il y a presque 20 ans ou peut-être au Kevin de CE1, j'en sais rien. Avec le recul, en fait, avec toute l'expérience que tu as emmagasinée entre la France, le sud de la France, la Lorraine, le Canada, le Texas et le Colorado. Est-ce qu'il y a un petit truc que tu pourrais lui dire à l'oreille? Je ne sais pas si c'est pour l'encourager ou un conseil que tu aurais aimé recevoir, peut-être. Je lui dirais tout simplement qu'il faut croire en ses rêves et qu'il faut s'en donner les moyens. Faire un sacrifice, c'est très important. Et ça me fait plaisir que tu me parles de ça parce que j'enseigne aussi, je suis professeur de danse et parfois je dis ça à mes gamins, qu'il faut s'accrocher. Et souvent quand j'enseigne, je dis à mes élèves que quand j'avais votre âge, je travaillais super dur pour justement me donner les moyens de pouvoir réussir et je leur parle de mon parcours. Et ils s'accrochent. Et j'ai commencé à enseigner très jeune, en fait. L'été où je suis revenu en France après ma blessure en 2007, j'ai commencé à enseigner. Maintenant, il y a certains de mes élèves qui sont professionnels et qui ont mon niveau maintenant. Ça fait bizarre, ils ont 22, 23 ans et on a le même niveau maintenant. Ils sont professionnels, ils sont super forts. Et ça fait très plaisir de voir ça. Et c'est souvent ce que je dis, qu'il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens et rêver, parfois, c'est bien, mais ça suffit pas. Ouais, en fait, c'est super important d'être rêveur. C'est très, très... Même moi, je suis toujours un grand rêveur. C'est très important d'être rêveur, mais de se donner les moyens et surtout, comment dire... moi, il y a une époque, je t'en ai parlé un petit peu plus tôt, il va y avoir beaucoup de jaloux, il va y avoir beaucoup de haineux. C'est pas grave. Ces gens-là, peut-être qu'ils projettent leur frustration et c'est pas de leur faute. Et c'est pas de leur faute parce que malheureusement ils ont peut-être pas eu la même chance que nous, donc c'est pas grave, il faut pas leur jeter la pierre, mais au contraire il faut que ça nous donne de la force. Et moi ça m'a toujours donné de la force quand je suis parti au Canada et il y a beaucoup de gens qui croyaient pas en moi quand j'étais serveur ou plongeur et les gens ils se moquaient de moi, ils disaient ouais l'artiste il croit qu'il va aller à Broadway et on se moquait de moi mais c'est pas grave. Moi je prenais pas ça personnellement. En parlant de conseils,
il y avait les 4 accords toltèques aussi d'écrivains mexicains que j'ai lus et j'y pense souvent. Et un d'entre eux, c'est de ne rien prendre personnellement. Alors qu'on est des personnes, donc forcément. Mais essayer de ne pas prendre les choses personnellement, de toujours faire du mieux qu'on peut. Ta parole, c'est de l'or. C'est très important. Il y a beaucoup de fois où c'est plus facile de casser sa parole, de ne pas respecter ce qu'on a dit. Et moi, ça m'est arrivé, comme par exemple à Lorraine, au ballet de Lorraine, où j'ai dû casser ma parole. Mais après, il y a des circonstances. Mais c'est important my word is my bond. Ça se dit en anglais. Ma parole, quoi. Et la parole, c'est de l'or et c'est très important. Il y a beaucoup de fois où je suis content d'avoir tenu ma parole au bon moment, d'avoir dire que voilà, je vais le faire, même si des fois ça te coûte ou c'est super prenant, c'est pas évident de faire de la place pour ça, mais c'est très important. Et puis il y a un autre truc aussi que j'ai appris, c'est que il y a beaucoup de gens qui font pas beaucoup de choses. Par exemple, le bénévolat, je trouve que c'est hyper important. Il y a plein de fois dans ma vie où j'ai fait des trucs pour aider les gens. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit... Sans arrière-pensée, quoi. Ouais, sans arrière-pensée. Et je pense que c'est hyper important d'apprendre à donner sans penser à recevoir. Et il y a beaucoup de fois où il y a des gens qui sont tellement calculateurs, qui ont tellement un plan de carrière et tout ça, qu'en fait, ça marche pas parce que si ça marche pas, ils abandonnent et tout ça. Et je pense que le bénévolat, le fait de donner de son temps, de son âme, d'avoir des bonnes intentions, c'est hyper important. Et c'est formateur. C'est formateur. Ça m'a donné beaucoup de... comment dire, ça m'a ouvert beaucoup de portes aussi. Au départ, je commençais à enseigner. J'étais pas payé, mais j'ai beaucoup appris. Et c'est une expérience aussi. Ça faisait une super expérience. Et toujours, je le fais. Moi, j'aime bien faire du bénévolat. Je trouve que c'est hyper important d'aider sa communauté. Donc, je dirais ça au petit Kevin qui arrive dans le studio de danse, qui est un peu paumé ou qui tremble comme une feuille morte parce que c'est le premier concours et son collant, il est trop serré. Les lumières, elles sont trop brillantes et ça sent la laque. Et c'est ce que je dirais à ce petit Kevin, quoi, il faut vraiment croire en ses rêves, se donner les moyens et de jamais rien lâcher. De jamais rien lâcher, surtout d'avoir la foi, en fait. Tout simplement. Ouais, tout simplement, mais c'est pas donné à tout le monde. Écoute, je te dis un grand bravo pour ton parcours. Et je te dis un grand merci d'avoir partagé tout ton chemin, finalement, et d'être reparti au tout début, quoi, finalement, pour... On est passé dans les coulisses de la Fabrique des Champions. Et je tenais à te remercier, vraiment, tu fais un boulot formidable. Et, merci beaucoup. Et je pense que ça aide beaucoup de gens à travers le monde, donc bravo à toi et merci de cette initiative. Merci beaucoup. Merci. Ça va, ça a été ? Ah, génial, c'est top, je te jure, c'est génial. C'est encore mieux que ce que je pensais, tu vois. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Kevin d'être venu à moi, de m'avoir proposé de partager son histoire et surtout pour la générosité de son partage. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Je vous adresse à vous aussi un immense merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et puis si ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux ou encore sur vos plateformes d'écoute de podcast. Venez nous laisser un petit mot, on les lit tous avec beaucoup d'attention et beaucoup de plaisir. Et puis, bonus, cerise sur le gâteau, ces petits mots contribuent énormément à rendre le podcast visible sur ces plateformes. Bon, la semaine prochaine, on fait quoi ? Eh bien, découvrons un extrait ensemble. Ça va vite à New York. Ça va très très vite à New York. Il faut avoir la niaque. À New York ou aux États-Unis ? À New York, moi, c'était un peu comme à Paris. J'avais l'impression, tout allait très vite, tout était possible. Les États-Unis, ça va très très vite aussi. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, en France et en Europe, si tu as la niaque et tu as envie de faire quelque chose, aussi moyen de... tu peux
le faire. Ça prend peut-être un peu plus de temps, parce qu'il faut lever des fonds, il faut aller voir des banques, Mais Ici, comment t'expliques ça? C'est quoi? C'est que les gens prennent plus de risques justement pour te soutenir financièrement, pour... Enfin, tu vois, comment est-ce que tu expliques cette différence que tu as observée? je pense qu'aux États-Unis, qu'on se base sur ton envie de faire. Pas forcément ton CV, pas forcément d'où tu viens, pas forcément ton nom de famille. Je pense que c'est plus par rapport à tes ambitions et ton regard sur le futur. Ta passion, ton... Ouais. Parce que les Américains sont optimistes. C'est vrai. Les Américains pensent que tout est possible. Encore maintenant. Et on le voit politiquement. En 2016, on le voit tous les jours. Tout est possible ici. On parle de récession, de stagnation, d'inflation. Ici, l'inflation est forte, mais la consommation est encore plus forte. Enfin, les États-Unis sont un pays où tout va toujours plus rapidement, et je pense que c'est parce que c'est l'optimisme qui donne cet élan. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt.